Salam alaikum, salut à tous. C'est une des vidéos les plus importantes que j'ai faites. Je vous demande, je vais prendre le temps de tout survoler parce que c'est un sujet important. Et je vous invite de faire de même, c'est de prendre le temps de tout écouter les arguments, pas partiellement. Puisque c'est aussi, ça peut être aussi un choix de vie et surtout une attitude à avoir, puisque vous l'avez bien compris. Pour les plus anciens, ceux qui me suivent, dans les années 2010-2011, vu que je venais du milieu politique, j'avais dit, c'est terminé pour vous, votre place, ça ne sera plus ici. Alors, il y en a qui raillaient, qui ne comprenaient pas, pensant surtout aussi que c'est comme la météo, le nuage va passer, etc. J'avais dit non. Le fait qu'ils n'ont pas de réponse économique à apporter au peuple, ils iront que sur des sujets de société. Et c'est ce qui s'est passé. Et tous ceux qui m'ont suivi sur Facebook, etc., où il y avait des tonnes de vidéos, etc., en témoignent de ce que j'avais annoncé. Eh bien, vous le vivez. Vous le vivez parce que la réponse politique, elle est très claire aujourd'hui. Pourquoi ça va être le sociétal et pas l'économie? Puisque la France ne peut plus avoir, n'a plus sa souveraineté. C'est l'Europe qui décide de tout. Les contraintes réglementaires, administratives. Je donne un seul exemple. Quand moi, j'étais marchand de biens en France, dans les années 2000, j'avais toujours une promesse de vente dans ma voiture. Et quand j'allais négocier un immeuble ou un appart ou un truc, je faisais la promesse sur le capot. Avec, ça servait de promesse. Aujourd'hui, pour faire une promesse, quand j'ai vendu la plupart de tous mes appartements que j'ai en France, j'ai mis une agence dessus. Une promesse, c'est plus de 900 pages. Diagnostic, électricité, le gaz, les trucs, que des contrats administratifs. Et il faut payer en plus, hein. Les surfaces, il faut la copropriété, savoir s'il y a du plomb, il faut savoir s'il y a cela, etc. Et ils ont créé une tonne, 900 pages, vous imaginez? Donc c'est impossible aujourd'hui de faire une promesse ou s'imprimer sur un capot après une négociation. C'est pas bon pour l'économie, c'est lourd, mais on crée de l'emploi par de la contrainte administrative. Voilà le choix. La France a abandonné l'industrie, comme la plupart des pays européens, sauf les Allemands, bien sûr, parce que c'est eux les rois du pétrole, et pour aller sur du service. Et tout ça, c'est du service. Ils ont créé de l'emploi par des contraintes administratives. Parce que quand vous payez pour le diagnostic, eh ben, ça crée l'entreprise du diagnostiqueur, ça paye aussi ses salariés, tout ça, etc. Vous voyez? Et tout est fait comme ça. De la lourdeur, c'est étouffant. Et alors, c'est pas le claustrophobe que je suis, qui va vous dire le contraire. Et donc, vous inquiétez pas, j'y arrive pour les sujets, pour les musulmans. Mais c'est pour vous donner d'abord le contexte. Et donc, tout vient de l'Europe, dans un esprit mondialisé, où tout le monde ouvre ses portes, etc. C'est pour ça qu'ils sont tous vent debout contre Trump aujourd'hui, qui veut mettre des taxes douanières, en disant, mais il est horrible, il va au mur, tout ça, etc. Parce que il dit, par la contrainte, je vais permettre aux entreprises de leur dire de venir s'installer aux États-Unis, créer de l'emploi et vendre leurs produits. Donc, pour protéger son industrie, sa balance commerciale. Hier sortait encore le rapport sur la France, quand on a Macron qui s'enorgueillit en disant « Oui, j'ai créé de l'emploi, l'industrie des poids ». Non, la preuve que non. On bat encore des nouveaux records, vous savez de quoi? De l'exportation. Donc si on continue à importer, c'est qu'on ne produit, on ne vend pas pour pouvoir exporter. Et donc tout ça, c'est de l'enfumerie. Et on voit, au contraire, des groupes fermés tous les jours. Les NAFNAF, dans le vestimentaire, tout ça, etc. On continue. La France est en train de tout perdre, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on voit gauche comme droite. Ils se sont mis d'accord, et extrême droite aussi. Alors dans l'extrême droite, vous mettez les Zémoriens et Marine Le Pen. Hein. Elle a changé de braquet, elle a compris que c'est le marché qui décide. D'ailleurs, elle est sponsorisée par des milliardaires, d'accord, etc., qui travaillent pour eux. Que ce soit Steins ou Bolloré. Donc, ils travaillent pour eux, pour le pouvoir. Mais eux, c'est des industriels, ils disent, oh, attention, faut pas que on est là pour t'aider, on est là pour te sponsoriser, mais attention, nous, le marché, il faut qu'il reste comme ça. C'est-à-dire, tout est ouvert, on peut violer tout le monde, etc. Il n'y a pas de nation, contrairement à eux, ce qui défendent le nationalisme, il n'y a rien de nationaliste là-dedans. Il n'y a rien de patriotique, il n'y a rien de souverainiste, d'accord? Donc, vous voyez bien, déjà, leur segment. À partir du moment où ils sont d'accord sur l'économie, qu'est-ce qui va pouvoir permettre de donner le pouvoir aux gens? Depuis des années, on a le pouvoir d'achat en 1. Il y en a qui parlaient de la fin du mois. Maintenant, on parle de la fin de la quinzaine.
une paupérisation totale, classe moyenne qui subit toutes les charges des impôts en leur coupant leurs droits, en leur augmentant les impôts à droite à gauche, et les ultramilliardaires, toujours pareil, ils esquivent. Et je parle bien en pourcentage, je ne parle pas en montant, en pourcentage, un milliardaire paye moins d'impôts que même des Français qui gagnent 10 000 ou 15 000 euros par mois, pour vous dire, voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est des sujets de société. Et c'est pour cela qu'ils sont tous en train de s'amuser. Ah oui, alors donc c'est en tête des sondages. Et eux, ils vous disent quoi? Ils vous parlent que d'immigration et de sécurité. Je ne dis pas que les Français sont pour l'immigration, pas du tout. Ils peuvent être contre majoritairement, mais bon, à force de leur rabâcher, à force de leur prendre un fait divers d'un OQTF, il faut être fou pour pas dire qu'il faut arrêter tout ça, d'accord? Donc ils suivent aussi le mouvement, voilà. Vous voyez, c'est pas un jugement de valeur, etc. Mais ces questions économiques, regardez, ils disent Retailleau, Ironé, pourquoi? Parce qu'il a joué le bras de fer avec l'Algérie, qu'il a perdu d'ailleurs, et puis après il a attaqué le voile, et ça fait un héros. Rappelez-vous Attal, incognito au bataillon, il a suffi qu'il fasse une circulaire sur la abaya, et on a dit c'était un des meilleurs ministres d'éducation qu'on a. On regarde pas sur l'orientation, sur la fin de l'illettrisme, sur tout ça. Non, abaya. Et hop, et bing, et bingo. Et là, comme ils disent, c'est courageux, c'est tout ça, etc. Bon, entre nous, tous les jours, on bouffe du musulman, je vois pas ce qu'il y a de courageux. Enfin, tirer sur la bilan, ça n'a jamais été... enfin, je vois pas ce qu'il y a de courageux, hein, d'accord? C'est comme si vous disiez en Coupe de France, une équipe de première division qui va jouer contre une PH, hein, une PHB ou PHA, je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, etc. Donc, ils ont fait le choix donc se dire que sur l'économie, il faut pas en parler parce qu'on pense la même chose et il faut faire la même chose parce que si on ne respecte pas l'histoire du budget, bam, on prend une amende auprès de la Commission européenne à coups de milliards, voilà, et elle nous oblige, d'accord? Elle nous oblige. Rappelez-vous la Grèce, quand elle était presque en état de faillite, on lui a dit, il faut la dépecer. Et donc les Allemands, entre autres, ont pris tout le secteur public qui est devenu privé du coup, puisque ça a été racheté par les Allemands. Et voilà, et on dit, bon, en échange, on va te filer encore un peu de pognon, on va un peu t'aider, et vas-y les mesures, et on tape, et on tape, et on tape. Est-ce qu'il y a des gars qui sont plus riches? Non. C'est un peuple qui s'est appauvri, parce que si un peuple vend ses bijoux de famille, il s'appauvrit, voilà. C'est un peu comme l'énergie, quand on a abandonné une partie de l'énergie en France, on a donné le secteur privé, on a vu des prix qui flambaient. Alors, donc, il reste les sujets de société. Alors, on a le côté à gauche, donc on a vu les dernières années, hein, tout ça, etc. Bon, il y avait ils avaient fait le mariage pour tous, alors qu'avant, il y avait le Pax. Donc, on fait de plus en plus de trucs. Et bien sûr, il y a en filigrane, ou plutôt, je veux dire, en temps continu, c'est les musulmans. Voilà. Et donc, on grignote sur les libertés. On dit, ah, ça, qu'est-ce que... Alors, les unes, hein, du Point, de l'Express, tout ça, etc. Alors, je parle pas, même pas de valeurs actuelles. La République est-elle... L'islam est-elle soluble dans la République? Ceux qui défient la France, tout ça. Et ils ont commencé. Et là, on a eu dernièrement le rapport, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, le rapport, soi-disant, sur les frères musulmans, où il est nullement fait un lien avec le terrorisme, alors que c'est comme ça qu'on présente les choses. C'est lutter contre tout ça, alors l'entrisme, hein, parce qu'on va faire croire que après c'est le terrorisme. Mais tous les services de renseignement, ils doivent se tirer les cheveux. Ils disent, mais rien à voir avec... Mais ils ont strictement rien à voir avec le terrorisme. Pas un gars qui est allé en Syrie rejoindre les Déchiens ou en Irak, etc., a appartenu aux frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a strictement rien à voir. Et quand vous lisez le truc, il y a 40 pages où on vous dresse un peu, vous expliquer l'historique, d'où ils viennent, d'Égypte, de ci, de là, un peu des frères musulmans. 40 pages, hein, sur 77, pour vous dire, il n'y a pas grand-chose dedans. Et après, on va vous dire... à l'intérieur, mais il parle le Qatar. Le Qatar, c'est une majorité de wahhabites. C'est des wahhabites. Ce sont pas des frères musulmans. Ça a rien à voir, mais ça prouve bien. C'est de la paresse intellectuelle. C'est même pire. C'est qu'ils ont manipulé, d'accord, là-dedans, sur les faits. Ils veulent contrôler, ils veulent le quartier. Mais depuis quand le Qatar s'intéresse au quartier où les frères musulmans s'intéressent au quartier? Ils en ont rien à foutre. Le Qatar, il détient des participations importantes dans la plupart des entreprises du CAC 40 français. Et là, on ne parle pas d'entrisme. Quand il prend le PSG, il est à largement majoritaire parce qu'il a laissé un petit peu quelques pourcentages. Je me rappelle plus à quelle entreprise qui rentrait dedans, qui a acheté un fonds de pension, je sais pas combien, et tout. Mais là, non, pas du tout. Et donc, vous avez bien compris. Et là, la dernière en date, donc,
ça n'avait rien à voir avec le truc. Il n'y a pas de charia, parce que la charia, encore une fois, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est un système juridique qui peut se faire que lorsque la population est majoritairement musulmane, où les gens souscrivent à cette idée, à ce projet, je veux dire à ce projet législatif, à ce projet juridique. Voilà, c'est le code civil. Voilà, c'est plutôt un code civil. Donc voilà, mais ça peut pas concerner dans un pays qui est majoritairement athée ou chrétien. C'est pas possible. Arrêtez votre fantasme. Et qui peut le croire? Et au pire, vous élisez un président qui serait soutenu. Et derrière, il va arriver, il va aller au Parlement, il va dire, ouais, je fais voter au Parlement, mais qui va voter au Parlement? Je dis, ouais, je vais faire la charia, j'enlève la Constitution, il faut passer par voie référendaire. Donc les Français vont vendre, parce que pour changer la Constitution, il n'y a que par voie référendaire là-dessus, ou les 2 tiers entre les 2 assemblées, le Sénat et l'Assemblée nationale. Moi, je suis factuel. Donc ça veut dire que, mais une question aussi importante, elle passe par voie référendaire. Tu passes par référendaire, donc on passe de la 5e République à la charia 6e première, mais ça va pas, et les Français vont voter. Mais c'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Parce qu'ils disent, ils gangrènent le système, ils rentrent, ils font de l'entrisme, prendre le pouvoir pour installer la charia. Mais dans notre système, comment on peut faire si ce n'est en changeant la Constitution? Regardez même des fois, vous voyez, quand ils disent, si l'extrême droite prend, tous les systèmes, il est fait de contre-pouvoir en France. Il est fait. Macron, d'ailleurs, il perd les législatives, il s'accroche, mais il y a derrière, si un 49 droit en endroit censure, on peut faire un dépôt de censure. Donc, il y a des contre-pouvoirs, tout ça. Donc, de faire croire qu'ils arriveraient au pouvoir et tout ça, et installeraient la charia, c'est factuellement faux. Vous voyez? Mais par contre, ça fait peur. Et on s'arrête là. Et tous les journalistes le savent. Parce s'ils ont lu, ils ont fait le texte. Tout ça, c'est du flan. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est le buzz. Ils veulent tous buzzer. Ils veulent tous un truc. Soit les côtelettes des Français de confession musulmane. Donc, je suis obligé de vous donner là. Désolé, ça met du temps de rentrer dans le cœur du sujet sur qu'est-ce que vous allez faire. Mais je suis obligé de vous expliquer déjà le contexte. D'accord? Donc, comme le contexte, il est mondialisé, etc., bien sûr, il y a plus de 3 millions de Français qui ont quitté la France, officielle, hein, qui ont quitté la France, peuvent vivre à l'étranger pour différentes raisons, etc., dont des musulmans, dont moi je suis aussi, et d'autres aussi, qui sont partis dans d'autres pays. Je vous dis les choses avec objectivité, je suis pas là pour vous servir la soupe en vous disant, venez, faites la hijra dans un pays musulman, venez en Turquie, ça vous ressemble, c'est un mix entre l'Asie et l'Orient, tout ça, etc. Non, parce qu'il y aura d'autres difficultés que je pourrais énoncer, je vais le faire peut-être maintenant directement. Il y a une minorité, par exemple. Alors, on ne vous reprochera pas votre islamité, aucun problème, vous pourrez pratiquer votre religion. Mais il y aura un faible pourcentage, mais comme dans tous les pays, c'est comme ça, qu'il y a un racisme un peu maghrébin, par exemple, pour ceux qui sont d'origine maghrébine, ou arabe plutôt, on va dire, plutôt arabe. Voilà. Même s'il est moins sur le Maghreb, mais bon, si vous avez l'apparence, plutôt, ils vont dire arabe, ils font pas de discernement là-dessus. Ça existe. Moi, je n'ai pas été victime, mais ça peut exister. Voilà. Donc, parce que, quel que soit l'endroit où vous pouvez aller, parce que certains ont cru que le Canada avait ce salut là-dessus, et puis ils en reviennent aussi du Canada. Alors peut-être, ce sera pas en qualité de musulman que vous subirez certaines choses, mais peut-être que ce sera vous subirez en tant que, par rapport à votre ethnie, ou pour ceux qui sont algériens ou marocains, etc. Alors, je vais bientôt, Inch'Allah, retourner en Algérie, alors que ça fait plus longtemps que je n'ai pas été. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai souffert. On me disait ça l'arabe en France, ça l'arabe, et là-bas, on me dit ça l'immigré. Donc moi, c'est pour ça que ça a créé une perturbation chez moi, parce que même dans ta propre famille, tout ça, on te traite d'immigré. Moi, je l'ai mal vécu. Voilà, c'était un traumatisme. Voilà, je vous dis avec sincérité, un peu du personnel pour que vous compreniez ce qui me permet d'avoir cette analyse et d'être non pas binaire ou fermé sur ce que vous devez faire, etc. D'ailleurs, je ne veux pas vous influencer, je ne veux pas vous dire un truc, je veux permettre avec cette vidéo de vous donner matière à penser et contribuer comme peut-être d'autres le font. J'ai des gens qui disent non que hijra, tout ça, etc., et compagnie, et tout. Donc chacun, c'est pour que vous fassiez des courses et que ça vous permet de donner un peu de substance pour pouvoir analyser. Et puis oui, donc quand je dis hijra, c'est parce que pour les Français de confession musulmane, ça concerne les musulmans ils sont invités, ça c'est vrai, c'est une réalité de vie plutôt dans un lieu où il y a une majorité de musulmans, etc., pour préserver leur foi, pour pouvoir pratiquer leur foi, tout ça, etc. C'est cela dit, donc, parce que certains, ils sont en Angleterre, ils sont très heureux, tout ça, etc., parce que ils ont un système qui est complètement rien à voir. Elles peuvent, d'ailleurs même au Canada, avoir un foulard, être policier, etc., etc. Puis, en Angleterre, c'est un système où le communautarisme n'est pas un gros mot. C'est un système qui est conforme à leur culture et à leur histoire,
qui elle aussi vient de leur colonie, puisque et aujourd'hui, si le colon vit très très bien, c'est parce que les Anglais ont eu une vision pragmatique des choses. C'est je ne vais pas impulser auprès de ces peuples ma propre culture, leur imposer, etc. Alors que la France, elle a été avec la francophonie et avant les colonies françaises dans un registre de l'assimilation. Voilà. Donc cette assimilation, c'était de leur dire, vous devez tout à la française, pensez à la française et tout ça, etc. Donc c'était un peu une forme de lavage de cerveau, de façon à dire, dis tout ce que tu es pour épouser une nouvelle truc. Sauf que eux, quand ils présentent pas comme ça. Ils disent, parce que nous sommes des gens éclairés, nous sommes des gens des Lumières, nous allons vous expliquer comment vous devez vous adapter. Les Anglais en plus pragmatiques, on ne les change pas, on exploite, hein, bien sûr, ils gagnent de l'argent, tout ça, etc. Restez ce que vous voulez, les Indiens, tout ça, etc. Et c'est comme ça que l'Angleterre aussi, quand on fait appel à des Indiens qui sont beaucoup, ou des Pakistanais, tout ça, toutes ces anciennes colonies, qui parlent anglais d'ailleurs, ça c'est une chose, mais même leur bouffe, si vous enlevez les Indiens, les Pakistanais, etc., ils sont malheureux les Indiens, les Anglais. Les Anglais, à part le brocoli, le fish and chips et le cibone, ils ont rien, ils ont pas de bouffe, mais ils sont contents et ils mangent piquant. Pourquoi? Parce que majoritairement ils ont des restaurants indiens et donc ils vont manger, ils vont au restaurant, ils commandent indien, etc. Peu le cuisiner à la maison, mais c'est leur système. Vous voyez, c'est deux conceptions qui sont complètement différentes, parce que quand on vient seulement leur jeter les anathèmes en disant ouais communautaire, non, c'est parce qu'ils ont un système colonial et post-colonial qui a ce registre-là. Et en France, c'est parce qu'on a un système qui date de la colonisation et bien avant. Et ensuite, on a continué quand Macron va en Afrique, il leur dit pourquoi vous faites 8 enfants, lui, pourrait lui dire mais toi t'en as même pas fait un. Et la démographie en France elle est en baisse. Mais quelle arrogance! C'est encore en venant en donnant de leçons. Ça a fait mal à l'image de la France, ça a fait mal à tout ça. Parce qu'on arrive toujours en disant nous on est voilà, c'est ce que dans le monde entier, les Français, c'est plutôt parisien d'ailleurs, qui sont représentés là-dessus, l'arrogant, vous voyez, celui qui se pense au-dessus de tout le monde, de tout ça. Sauf que, moi je vous le dis, on va me dire, ouais, mais tu craches sur la France, etc. Mais je vous fais le relais de ce que j'entends dans le monde entier. Et j'ai fait 10 fois le tour de la planète. J'ai fait plus de 110 pays dans le monde, d'accord, tous les continents. Donc c'est ça qui ressort, voilà. Donc, vous savez, chaque pays a... les gens regardent dessus, puis vous allez, il y a même eu des sondages là-dessus, internationaux là-dessus, qui viennent corroborer ce que je suis en train de vous dire. Donc, je dis pas que le salut est meilleur à l'extérieur. Je vais vous donner un peu ce que j'ai vécu un peu en France, et ensuite, vous apporter aussi des réponses, tout ça, etc. Donc moi, j'ai fait un choix parce que quand on est parti après, parent 1, parent 2, je ne veux pas que mes enfants, parce que je suis attaché à l'école publique, mes enfants même en Turquie sont à l'école publique. Alors pourquoi je suis attaché à l'école publique? Parce que je trouve que moi je suis né de famille ouvrière pauvre et j'ai pas été longtemps à l'école, mais j'ai été à l'école publique et au moins c'était un brassage de toutes les origines sociales, etc. Quand j'ai eu mes enfants en France, alors que j'ai été changé de situation sociale, j'aurais pu payer des écoles privées à mes enfants. Je l'ai refusé. Ils étaient dans les endroits des fois comme à Ivry, comme à Orly, tout ça, etc. Au lycée normal, tout ça, etc. Ou à Choisy-le-Roi. Bon, bref. Il y avait, comme je dis, il y avait quelques singes, mais ça a permis à mes enfants de vivre avec tout le monde. Parce que moi, j'ai toujours pensé de dire, comme là, ici en Turquie, je veux que vous allez à l'école et être confronté à toutes les classes sociales. C'est sûr qu'il y a très peu de classes bourgeoises en Turquie, c'est comme ça. Je veux dire, il y en a un peu plus en France, dans l'école publique, etc. Mais parce que je veux qu'ils vivent avec tout le monde. Voilà. Et ça marche. Je vous donne rapidement une anecdote. Une fois, mon fils, il vient me voir là, pour louer un 5 sur 5, il me demande de l'argent pour payer. Et il me donne un prix. C'est bien cher ton truc. Et il m'a dit non, parce que je vais parler avec mes potes turcs, parce qu'ils ont pas d'argent. Et là, j'étais content. J'ai donné l'argent et j'étais content. Donc voilà. Donc moi, c'est à valeur éducative. Je veux que mes enfants, qui ont une vie de privilégiés, puissent connaître ce que c'est et connaître des gens qui sont de situations sociales différentes et qui vivent pas dans une caste. Voilà. Moi, c'est un choix d'éducation. Voilà. C'est un choix d'éducation. Je suis attaché à tout ça. Et d'ailleurs, à l'école publique, il y a des gamines qui portent le voile et des gamines qui portent pas le voile. D'ailleurs, majoritairement, elles portent pas le voile, mais celles qui portent le voile, elles sont libres, etc. Voilà. On les embête pas. Voilà. Il n'y a pas d'emprise, pas alors qu'en Turquie, il y a la laïcité, tout ça, etc. Il n'y a pas de fantasme comme il peut y avoir en France. Donc il y a des pays, comme l'Angleterre, qui n'est pas un pays musulman, mais qui laisse la liberté religieuse. Mais peut-être que vous serez confronté à une autre forme de discrimination. Peut-être parce qu'ils disent que vous êtes français. C'est là, par contre, là, vous allez reconnaître que vous êtes français. Peut-être pour autre chose, etc.
Le racisme, c'est un mal partagé dans le monde entier. Voilà, il n'y a pas un plus que dans notre pays. Et quand je parlais de l'Algérie, tout ça, ou d'aller au Maroc, ou les Tunisiens, ou les Sénégalais, ou les Maliens, tout ça, etc., je dénigre pas, je dis pas que, attention, je dis pas que c'est une règle. Je dis, mais vous pouvez éventuellement être confronté. Je dis, c'est une hypothèse, parmi tant d'autres. Non pas parce que vous êtes musulman, mais pour d'autres choses. Comme je vous disais tout à l'heure, l'immigré, tout ça, ou un choc culturel qui peut y avoir. Même s'il y avait une partie de vous, par vos parents, par vos grands-parents, tout ça, etc., que vous connaissez cette culture. Mais vous savez, comme c'est un ambassadeur, je dirais pas quand, en Turquie, qui disait les Turcs de France, malgré qu'ils vivaient très fermés, moins maintenant, mais à l'époque de façon très communautariste, très enfermée, tout ça, etc. Ils disaient en France, c'est pas des Turcs, c'est des trucs, voilà, etc. Et combien de Turcs qui pensaient être Turcs parce qu'ils parlaient turc, parce que leur parlaient par turc, ils sont à la mosquée turque, à l'association turque, tout ça, et quand ils arrivent en Turquie, non, moi je parle turc, je maîtrise, et ils ont pris des bananes parce qu'ils connaissent pas le code culturel. Et oui, c'est normal, c'est comme ça. C'est des codes culturels. Donc, ne pensez pas, c'est pas parce que votre langue, etc., en commun, qui va le changer. Regardez, dans un propre pays. Moi, que je suis de Marseille, quand je suis monté à Paris, ça a été une immigration. Mais c'est un choc culturel. On parle la même langue, pourtant, etc. Mais c'est deux fossés. Pour moi, ça a été plus facile d'aller vivre en Turquie qu'aller vivre à Paris. Alors, bien sûr, il y a un contexte géographique qui fait que moi je suis pas habitué à la pluie, au froid, etc. Mais le côté culturel, les gens froids, les gens qui sont distants, etc. Enfin, rien à voir avec Marseille, quoi. Je veux dire, ça a été très dur pour moi. Je vous le dis, ça a été plus facile. En Turquie, j'ai pas eu de problème. Je sais pas, aucun problème. Après, moi, parce que j'ai mes codes, parce que aussi je suis dans une région où j'ai les mêmes couleurs de montagne, j'ai la Méditerranée en face de chez moi, elle est juste là, elle est juste en face, tout ça, etc. Donc il y a un environnement qui fait que je me retrouve dans l'endroit où je suis né, où j'ai grandi, parce qu'on sera toujours imprégné de là où on est né, où on est grandi. C'est pour ça que nos parents avaient toujours aussi ce rêve du retour, parce qu'ils veulent retourner là où ils sont nés. Et c'est humain, c'est comme ça. Sauf que nous, quand nous ne sommes pas nés comme eux, eh ben on est attaché là où on est. Voilà, c'est comme comme ça, c'est tout. Je veux dire, c'est donc, dans un même pays, on peut avoir ces détaches. Je m'écarte pas encore du sujet, mais je veux prendre le temps, même si elle met 1 heure, mais pour vous donner, de passer en fait sur tout. Oui, aujourd'hui, j'ai regardé, je l'ai publié hier, regardez jusqu'à où, le jour de l'Aïd, il n'y a pas un mot sur l'Aïd. Pas un jour. Ah, par contre, sur Hanouka, un truc, tout ça, etc., pas de problème. Le Figaro. Et qu'est-ce qu'ils nous font? Regardez. C'est une horreur. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas, au lieu de dire, voilà, aujourd'hui c'est l'Aïd, la deuxième, une des 2 grandes fêtes pour les musulmans, expliquer qu'est-ce que le sacrifice, c'est pas forcément que du mouton, parce que ça peut être un bœuf de l'animal, faire un peu de culture, tu vois, tout ça, etc. Non, eux, ils disent, à 1 an, 3 clubs du département étaient frappés d'un retrait d'agrément pour des faits de nature à porter atteinte à l'ordre public aux valeurs républicaines. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont mis le drapeau de Daesh? Je sais pas, quelque chose de très grave. Et ils disaient en dessous, alors, voilà ce qu'ils ont reproché. Ici, on dit salam alaikum, pas bonjour monsieur dans les rôles football amateur en proie au communautarisme islamiste. C'est-à-dire que le mot islamiste, qu'ils le mettent pour les terroristes, ils disent le terrorisme islamiste. Donc, quelqu'un qui dit salam alaikum, pour eux, c'est un islamiste, c'est un terroriste. Et on enlève l'agrément pour un salam alaikum. Parce qu'il n'a pas dit salam alaikum. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ou, dans leur rapport, où ils disent, oui, ils disent les frères. L'autre, il dit, ouais, mon frère. Alors moi, je veux vous le dire. Le mot frère, je l'utilise très régulièrement. Et chaque fois avec, comment vous dire, un regard différent. Voilà. Mes potes du judo, que je suis là, je connais depuis plus de 30 ans, j'étais en équipe de France, c'est mes frères. Parce que, comme dit l'autre, c'est mes frères d'armes, comme on dit dans l'armée. C'est mes frères parce que j'ai fait les meilleurs moments de ma vie, les grandes parties de ma vie dans le judo, donc c'est mes frères du judo, tout ça, etc. Aucun problème, je dis, c'est mes frères. Si je dis frère, vous savez que j'ai été en franc-maçonnerie, je sais pas le débat là-dessus, on peut en parler d'ailleurs après pour un sujet, vous expliquer sur le racisme, tout ça, etc. J'étais dans une obédience qui reconnaît Dieu, tout ça, etc., qui est la GLNF et compagnie. Et donc, c'était des frères de la franc-maçonnerie, parce que c'est une appellation, frère, sur la franc-maçonnerie, comme certains les appellent les frères de la truelle, etc. J'ai des gens, des amis de longue date, ou que j'affectionne beaucoup, je l'appelle mon frère, voilà. Mais ça n'a pas la même signification, vous comprenez? Et en islam, quand je dis frères et sœurs, c'est comme ça, quand c'est des frères de religion, c'est comme ça qu'on présente.
On dit mon frère, ma sœur. C'est aussi une marque de respect, une forme d'identification, etc. Mon frère, truc. Ah, c'est aussi affectif. C'est dire par l'amour d'Allah, par l'amour de Dieu, je t'aime mon frère ou je t'aime ma sœur. Voilà. Donc, vous voyez, il peut être dit parce que c'est conceptuel à l'islam là-dessus. Et donc, je peux multiplier comme ça le nombre de fois où on peut dire, où il y en a qui disent, tiens, passe-moi ça, mon frère, tout ça. C'est une forme affective des choses. Ça veut pas dire que ça vous met en marge du pays, de trucs, ou d'inspiration terroriste, ou je sais pas quoi. Mais ils sont fous, ils deviennent fous. Donc, salam alaikum, mais vous vous rendez compte ce que c'est? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, il y a même pas de définition en français, tellement c'est de bonté que vraiment c'est un bonjour, c'est deux morceaux, le bon et le jour. Voilà, je te souhaite le bon et le jour. Voilà. Après, là non, c'est quelque chose de très généreux. Au contraire, c'est quelque chose qui va dans le souhait, vous voyez, que tout soit comment dire positif pour vous, tout ça, etc. Donc il y a pas mort d'homme, etc. Toutes mes vidéos, moi je commence à dire salam alaikum parce que je m'adresse parce que c'est un question et salut à tous. C'est parce que j'embrasse tous les gens qui sont francophones, hein, pas forcément des gens de France, c'est des gens de Belgique, de Suisse d'ailleurs qui me suivent, ou même en Algérie, des francophones, en Mali ou à d'autres pays, etc. Donc des francophones, voilà. Mais il n'y a pas de, voilà, il y a pas, comme je dis, il n'y a pas mort d'homme. Je vais vous raconter, moi quand je suis monté, j'ai vécu le racisme de près quand j'étais à Marseille. Même pour travailler à l'époque au Quick, on ne pouvait pas. Parce qu'ils recrutaient, ils mettaient sur les plateaux, ils mettaient un papier, il y avait juste à mettre sa photo et à remplir. Mais ils prenaient que les blancs. Bon, c'était la réalité. Après, ils ont commencé à dire, on va prendre ce qu'ils appellent, eux, je déteste ce mot, les beurettes. Ah, ça passe mieux, les gonzesses. Donc, on les mettait dans le truc. Même moi, derrière, à faire des grilles, hein, ils voulaient pas, ça prenait pas. Donc, les difficultés, je les ai rencontrées. Dans mon premier club de judo, mais tous les gens qui ont été de ma génération ont été témoins du racisme, même de mon prof, que j'étais victime, etc. Donc, je l'ai côtoyé de près. La difficulté, le mise à l'écart, le mal regard, parce qu'il y avait beaucoup de pieds noirs, haineux, tout ça, etc. Mais, moi, j'avais toujours vu cette minorité de gens qui, eux, au contraire, étaient choqués de tout ça et qui ont eu de l'affection avec moi. La famille Drier, je sais leur nom parce que j'en suis toujours reconnaissant. La famille Requena, paix à son âme d'ailleurs, Toselli, au père Requena aussi qui est mort, le père Toselli aussi, etc. Qui m'a amené aux compétitions, qui m'ont ramené chez moi, tout ça, etc. Drier, André, Dédé que j'aime beaucoup, Stéphane, son fils qui était un super pote, on était toujours ensemble, tout ça, etc. On allait faire même les marches à la montagne et tout ça, et qui ont été témoins des fois des trucs, ils ont été choqués. Mais eux, ils m'ont toujours dit, ils m'appelaient comme mon fils. Ils disaient, ouais, ils avaient qu'un enfant, Stéphane, et comme mon fils. Mon pote Stéphane, qui est médecin aujourd'hui, Drier, etc., quand j'étais pour l'enterrement de mon prof, paix à son âme, qui était un deuxième père pour moi, Bernard Touillan, etc., et je parlerai de lui tout à l'heure, il me dit, Mourad, pour m'appelle pas, tu viens quand tu veux, il y a ma femme, elle est à la maison, tu viens, tu rentres, on a une chambre pour toi, t'as pas besoin de m'appeler, je veux, etc. Quand il a su que j'étais là, il a annulé toutes ses consultations, il a demandé à sa mère pour me recevoir, il m'a dit, mon frère, je suis content de te recevoir. D'ailleurs, lui dit frère, moi, mes amis, et pourtant, confession catholique, tout ce que vous voulez, mon frère, parce que on se connaît depuis l'âge de 6 ans, je sais pas si vous imaginez, hein, j'ai 51 ans. Etc. Et qu'on a passé des moments de notre jeunesse extraordinaires. Mais moi, j'ai toujours regardé, vous voyez, j'ai toujours dans mon parcours, j'ai pas regardé que les gens négatifs, j'ai regardé ceux qui m'ont apporté. Alors, c'était pas grand monde, mais ils ont fait du bien. Mon prof, Bernard Touillan, m'a filé ses propres chemises. J'avais pas d'argent, moi, pour payer mes cours de judo. Je travaillais, je faisais le marché pour payer mes cours de judo. C'était trop cher, c'est du privé. C'est pas une station de quartier où j'étais. Et lui, il m'a fait faire gratuit. Le club m'a aidé. Parce qu'il avait vu que j'avais faim, parce que je m'entraînais dur, tout ça, etc. Il m'a pris en main. Le gars était champion du monde, médaille olympique, vous voyez. Et il m'a pris, et ses yeux pétillaient, etc. Et pourtant, même sur ma pratique religieuse, il était dur, parce qu'il était athée, c'est un Arménien, hein, mais lui, il était athée. En gros, une fois, je gagne tous les tournois internationaux, tout ça, etc. Il arrive le fatidique, la qualification, ça s'appelle les interrégions à l'époque, pour les championnats de France. Je faisais le ramadan, je l'ai pas fait le jour de la compétition, et je me qualifie pas. Et là, il énerve, il me fait, maintenant, tu vas dire à ton Allah qui te qualifie. Tellement. Mais, vous voyez, moi, j'ai pas vu de l'islamophobie dans ce qu'il y a, j'ai pas vu du racisme, j'ai pas vu tout ça, mais tellement il y avait de l'amour pour moi, et tellement il voulait le bien pour moi,
c'est que il était dégoûté que je sois pas qualifié. Mais comme j'avais fait vice-champion de France, une SS aussi, ils ont demandé une dérogation, une carte joker, en disant c'est un incident sur la journée. Est-ce que vous pouvez le prendre en extra? Et la fédération et les entraîneurs que je salue, à l'époque, tout ça, ils ont dit oui, on le connaît, on l'a vu s'entraîner déjà, tout ça, etc. On va lui donner sa chance. Et je suis qualifié et je fais vice-champion de France encore. Vous voyez? Voilà, c'est la vie. Mais tout ça pour vous dire que même dans ces propos qui peuvent être jugés aujourd'hui, etc., c'est pour ça moi je ne crie pas toujours au racisme et tout, parce que je vais vous parler tout à l'heure du racisme conscient et inconscient. Hein. Et donc du coup, voilà, après je monte sur Paris, tout ça, etc. Mais Paris, ça a été dur. J'ai pas vécu à Paris, à l'INSEP, tout ça, etc. En équipe de France, j'ai pas trop senti, il n'y a pas de racisme. Mon premier club, j'ai voulu dire, une fois j'avais gagné ma sélection, tout ça, etc. au sein du club, et l'autre prof, il a mis un autre mec lors de moi. Tous les gens avaient été écœurés. Parce qu'il disait comment? Il avait dit, et en plus, il établi les règles, celui qui a le meilleur parcours individuel. Lui, il a même pas fait un podium, moi j'étais champion de Provence, tout ça, etc. Après, il dit, je vais vous faire une rencontre. Il me fait un match aller, match retour, comme il dit l'autre. À Aubagne, à la Ciotat, chaque fois je l'éclate en 10 secondes. Des fois, il me dit, ah ben on recommence parce que ça a été trop rapide. Je l'éclate encore, Paris-Pont, tout ça, etc. Et il dit, ouais, mais je sais toujours pas. Il demande aux athlètes pour essayer d'influencer, parce qu'il voulait absolument mettre l'autre. Les autres disent, non, c'est le meilleur, c'est vous l'entraîneur sur qui choisissez. Il dit, après, Mourad, vous avez mis une règle, c'est les meilleurs. Il demande aux parents, il dit, oh, mais nous, on connaît pas, nous, le judo, tout ça, etc. Il essaie de trouver une échappatoire pour dire, c'est pas lui. Et puis, on arrive à Paris, il le choisit, et l'équipe est perd, il fait perdre l'équipe d'ailleurs, contre un mec que j'avais battu, etc. Mais pour vous dire que ça m'a touché aussi, là-dessus. Mon prof, lui, l'Arménien Bernard Touillan, il est au courant de tout ça, etc. Et il m'a donné que de l'affection, que de l'amour. Tout ça, etc. Après, il brillait, il était toujours fier de moi, tout ça, vous pouvez même pas imaginer quand je monte sur Paris. Mais je voulais vous expliquer que même dans mon parcours dans le judo, j'y étais un peu bloqué. Mais quand je suis à l'INSEP, comment m'appeler? La bouche du Rhône. Donc, j'ai vécu un rejet parce que j'étais le vrai Marseillais. Parce que je tapais dans les épaules, parce que j'avais pas le respect des plus anciens et tout, je vannais ou je donnais un truc, et ils étaient choqués parce qu'il y avait des codes et tout ça, etc. Mais moi, j'étais Marseillais, brut de brut, etc. Et j'avais un autre pote, c'était Bongelas. On était monté, d'ailleurs, après nous, 10 ans après, c'est très dur pour des Marseillais d'aller sur Paris. C'est très, très dur. Et je vous parle pas PSG, OM, ça n'a rien à voir. C'est vraiment culturellement. Ça a été très dur. Pour moi, ça a été une immigration. Ça a été vraiment horrible. On en pleurait les premières années. Tellement c'était dur, parce que c'était dur physiquement avec les entraînements. Et puis, dans ce contexte, parce que quand vous êtes foncièrement Marseillais, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Vous voyez, nous, on tape vite sur l'épaule, on est vite potes. À Paris, ils aiment pas ça. Vous voyez, comment on se connaît à peine, tu te permets des choses, etc. Donc, j'en ai pris des volets, tout ça. Donc, on m'appelait la bouche du Rhône. Voilà. Hein, faisant allusion à mon département, les Bouches du Rhône. Après, on m'appelait Poulet parce que je bougeais un peu mon cou, tout ça, etc. Et compagnie, mais même moi, je marquais des points, je suis pas un saint, hein. L'autre, mais je suis vraiment un vrai Marseillais. Donc, j'étais vraiment un casse-bonbon, hein. Donc, ne vous inquiétez pas, je rendais les coups là-dessus. Mais, vous voyez, c'était pas du racisme. C'était, bon, comme tout le monde, et puis les trucs, tout ça, etc. Donc, je l'ai pas vécu directement là-dessus. Je l'ai vécu un peu plus tard. Pas dans le judo. C'est vrai qu'à Paris, il y avait déjà une avance. Et j'étais surpris de voir des gens qui travaillaient déjà à l'époque à Whooper, tout ça, etc. Je sais pas comment ça se fait, et tout, alors que nous, à Marseille, non. Donc, il y avait un retard. Je dis, putain, ils les prennent, ils embauchent et tout. Quand je rentre à la RATP, tout ça, d'ailleurs, vous savez que j'ai écrit un livre, Ne leur dites pas que je suis français, me croient arabe, hein, sorti en 2005, hein, pour vous dire, il y a 20 ans là-dessus. Et je raconte d'ailleurs toutes les anecdotes en politique, de partout. Et en parallèle de l'équipe de France judo, je joue au Stade Français, au rugby, tout ça, etc. Et les mecs du métro, à l'époque, l'US Métro, voulaient me recruter, et tout ça, etc. Et moi, j'avais besoin d'un emploi stable, parce que j'avais déjà perdu un enfant et tout, et qui me détache pour aller m'entraîner et compagnie. Donc, ils me font une proposition du boulot, et en plus, une rémunération tous les mois, tout ça, etc., en plus de mon judo, etc. Donc, j'accepte, je rentre dans un département de sécurité qui n'était pas le mien, mais c'est parce que c'était le président du département, de l'US Métro qui était du département, et quand je vais le rencontrer, il me dit, oh, vous savez, c'est bien pour le club, et puis, on a besoin des gens comme vous. Comment? Je n'ai pas compris, comme vous. En gros, ce qu'ils appelaient, après à terme, la diversité, hein, voilà, etc. J'ai dit, mais attendez, moi je mange pas de ce pain-là, hein. Moi je suis uni parce que vous me dites pour le rugby, mais venez pas venir avec votre slogan Benetton, là, il faut de la couleur. Hein. Oui, parce que, en fait, les RATP, comme d'autres boîtes, tout ça, etc., il y avait un schéma reproductif, de père en fils, tout ça, etc., c'était la cooptation, comme il en existe dans d'autres lieux encore aujourd'hui.
même si ça va mieux. Et ensuite, après, ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, ouais, ben, on n'a que des problèmes dans certains quartiers et tout ça. Ben, on va les mettre dans les bus. Donc, on va embaucher localement et puis on va les mettre, ils vont parler à leurs semblables. Donc, on met les bons blancs dans les bons quartiers parisiens et les basanés dans les trucs. Et après, quand ils se regroupent entre eux pour faire la prière ou pour faire un truc, ils disent, ah, vous vous rendez compte, le communautarisme. Mais c'est eux qui les ont mis en place. Vous voyez, c'est tous ces trucs-là, c'est toujours rigolo. Par contre, dès que vous commencez à monter dans les strates, dans les cadres, personne. Moi, j'avais été licencié agent, je suis revenu cadre parce qu'ils m'ont embauché pour indemnisation. Bref, je peux pas rentrer parce que j'ai signé un contrat là-dessus. Et puis, le sommet, c'est-à-dire de la direction, ben on ne ressemblait pas à la base. Vous voyez, c'est pas une pyramide. Il n'y avait pas la même pourcentage de représentation. C'est carrément la disparition, il n'y en avait pas. Voilà. Donc ça, c'est une réalité, etc. Donc tout ça, je vais vous expliquer tout à l'heure sur le public. Et puis après, j'étais un des premiers politiques, d'accord, à rentrer. Puis en 2002, je suis candidat face à Juppé, tout ça. Et à l'époque, il y a pas mal de gens qui grouillaient à titre associatif, association des Arquis, association des merguez du quartier de tel endroit, les rabatteurs, que j'appelais les rababeurs, qui promettaient, disant, nous on a tant de monde, on peut vous ramener pour les élections. Donc c'était des vendeurs, c'est pour ça que alors, eux, je les déteste le plus, tout ça, etc. Et les autres pensaient que j'étais un peu dans la même rubrique. Donc après, il y a des ministres ou des parlementaires, etc., qui me disaient, ou des mecs comme Édouard Philippe, à l'époque, qui était directeur de l'UMP et tout ça. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu veux, Mourad, que je me présente Dieu? Qu'est-ce que je veux? Ben, je veux ta place. Vous voyez? Parce que moi, j'étais un vrai compétiteur, je veux ta place. C'est quoi le problème? Tu crois quoi? Que tu allais me donner un chèque restaurant ou une subvention dans une association de merguez et de quartier? Non, non, je veux ta place. Je veux ta place. Voilà. Voilà, c'était comme ça. J'étais propriétaire de le 3/4 d'un immeuble. Il y avait 23 logements à Limeil-Brévannes. Et une des locataires qui était là bien avant que je naisse, elle faisait diffuser des mensonges auprès d'autres gens en disant alors il y a le racisme réel et le racisme inconscient. Et vous devez entendre les deux, d'accord? Et ce racisme, je vous donne quelques anecdotes d'inconscient aussi. Elle disait, oui, mais c'est pas normal, d'où il sort l'argent, etc. Toujours pareil. Donc quand t'es Patrick, c'est normal, hein, parce que s'il est propriétaire, parce qu'il est blanc, mais si c'est un basané, c'est louche. Donc elle faisait dire que je vendais de la drogue et tout ça, de la coke, tout ça, ou du shit, je sais pas quoi, etc. C'était un cas isolé, mais pour vous dire, ouais, parce que les gens, elles n'acceptaient pas d'avoir, elles jouaient la hautaine. Non, mais c'est moi le propriétaire, toi t'es ma locataire, d'accord? Et elle a jamais accepté. Voilà, ça c'était du racisme pur. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le racisme inconscient. Je me fais suivre un jour, et je sens que je vois une voiture banalisée, et c'était pas la BAC locale, parce que c'était les mecs à l'époque, je les connaissais, c'était des potes, la plupart. Et je disais, je les connais pas, mais c'est qui ces poulets derrière? Et je les vois qui me suivent, un truc, et je rentre dans le parking de mon immeuble, et là, ils rentrent dans la Starkey Hutch, puis ils tirent le frein à main, ils baissent le truc police, ils sortent avec les macarons comme ça, là, vous voyez, c'est écrit police, tout ça, etc. Et là, ouais, vos papiers, tout, j'ai dit, comment qui vous êtes? Mais je vois pas, là, c'est la police. Alors, c'est pour ça que tout ce que je vous dis, faites très attention. Je veux pas vous expliquer ou vous conseiller à partir de mon profil. Chaque profil est différent. Moi, à la base, c'est que j'ai une base où je maîtrise le droit et je connais justement certaines choses. Donc, c'est pas valable pour tout le monde. Attention, je le répéterai un peu plus tard. Donc, je sais les règles. Je dis, oh, non, mais attends, ton truc, tu l'as acheté chez JK. Donc, ça, c'est pas une représentation officielle. Sortez-moi vos cartes de service. Je veux voir vos cartes de service. D'accord? Présentez-moi, vous devez vous présenter. Je veux savoir si vous êtes vraiment des vrais policiers, tout ça, etc. Et là, déjà, les mecs disent, oh, ça sent un peu le moisi. Je veux sortir. Et dans la voiture, il me dit, non, tu restes. Et ma jambe, elle est déjà à terre. J'avais un 4x4. Et il pousse. Ah oui, parce que j'avais un gros 4x4 aussi. Hein, donc voilà, qui coûtait assez cher, tout ça. Il pousse la jambe sur ma jambe. Et là, j'éclate de rire. J'ai dit, non, mais tu crois que je vais repousser et que tu vas me mettre une rébellion? Parce que si il pousse et vous repoussez la porte, lui, il recule. En plus, il exagère. Il va me dire qu'il y a une rébellion. C'est-à-dire que j'ai eu un acte, un contact physique avec lui. Donc, il me provoque, lui, en le poussant, mais il faut surtout pas réagir dans des trucs comme ça. Donc, moi, je le sais, j'ai que de rire. Je dis, non, non, tu crois que je vais le repousser pour me mettre dans le... Et là, il se dit, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites? Il dit, il en connaît trop, ce gars, tu vois. Et moi, je dis, non, non, moi, je vais parler à l'OPJ, etc. Après, ils tournent autour du truc, ils se mettent à se monter le chou les uns et les autres. J'ai dit, les gars, on vous a pas appris à l'école, il y en a qu'un qui parle. Donc, je leur rappelle un peu leur déontologie, leur formation. Là, c'est des brouillons, les gars, c'est pas bon, hein, ce que vous faites et tout ça. Et donc, je les chauffe exprès, je les largue un peu, je chauffe un peu. Vous voyez mes papiers? Je vais les donner. Mais je vais donner à l'OPJ. Par contre, vous allez me donner après vos matricules, d'accord? Et là, il commence en panique. Ah ouais, moi, le truc, on vous embarque.
etc. Ah non, 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 et pas les menottes. Article 803 du Code pénal qui dit « Je ne représente ni un danger pour autrui, ni prendre la fuite, ni pour vous, ni pour moi-même. » Donc, désolé, y a pas de menottes. Et le mec, il dit, c'est pas possible. Comment le mec, il te sort un article aussi 803? Il y a là. Donc, du coup, ok, il y en a un qui monte avec vous, il m'accompagne au commissariat. Le gars, il était à côté, avec ses potes. Vous dites, non, ok, très bien, j'arrive là-bas, au PJ. Il paraît que vous refusez. Non, non, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà ce qui est passé. Maintenant, vous allez prendre ma plainte. Il me dit, non, moi, je peux pas, ça se fait pas chez nous. Allez à l'IGPN. Le lendemain, je vais à l'IGPN. Il y a une enquête qui a été menée. Ils ont fait un rapport des tartines comme ça. J'ai été reconvoqué par l'IGPN. L'IGPN, ils disent, écoutez, avec tout ce qu'ils ont dit pour rien, parce qu'il n'y a rien, hein, parce qu'il n'y avait pas de motif de vous interpeller, c'est la BAC départementale, hein, je rappelle tout ça, etc. Là, maintenant, on va faire des poursuites. Est-ce que vous voulez faire un dépôt de plainte? Je prends votre plainte, et vous estimez que vous avez un préjudice, ou on fait une procédure administrative avec des sanctions. Écoutez, moi, j'ai pas eu j'ai pas besoin de réparation, mais ces gens-là font leur honte à la tenue, même s'ils la portent pas, hein, etc. Je préfère un truc exemplaire à la mise en Dieu, et c'est ce qui a été fait, tout ça, etc. Bref. Désolé si je prends un peu de longueur pour vous expliquer cette anecdote. C'est pour que certains, quand je parle, je cite d'où je viens. Je suis pas dans la négation des choses, etc. Mais oui, je vous fais fi qu'au départ, quand je dis mais vous êtes sur mon parking, il me demande oui, mais vous avez votre titre de propriété. Je dis mais depuis quand on se balade avec son titre de propriété, etc. Vous avez un truc, votre taxe foncière et tout. Je dis mais vous êtes pas les douanes, parce que eux ils ont pas habilité à voir là-dessus. Ça c'est que le fisc, et les douanes appartiennent au fisc. Et au ministère de l'économie, et la police au ministère de l'Intérieur. C'est deux choses complètement différentes, etc. Et là aussi, c'est là où ils ont dit, putain, le gars, il maîtrise, c'est un peu louche. Voilà, donc il faut commencer à un peu faire attention. Tout ça pour vous dire que ça a été du faciès, d'accord? Mais parce que, alors, il y a deux choses, où vous pouvez dire en conclure que c'est du racisme pur, ou du racisme inconscient. Le racisme inconscient, c'est quoi? C'est que mon cerveau n'est pas habitué à voir des personnes de ce type, avec ce type de véhicule, c'est pas commun, voilà, etc. Alors, si ça avait été à Neuilly, ça aurait été différent peut-être, vous voyez, mais Halima Ebrevan, qui est une ville ouvrière normale, un extraordinaire, et tout ça, donc, cela, vous voyez, je suis le plus honnête possible. Je vous donne une autre forme, par contre, de racisme inconscient. Ça m'est arrivé il y a 1 ou 2 mois, quand j'ai fait mon trip Bahamas, Panama, Cuba. Aux Bahamas, je fais les liveaboards, c'est des croisières de plongée, donc on reste une semaine sur un bateau et on fait que plonger, tout ça. J'arrive, même moment, donc l'heure du rendez-vous et tout ça. On est derrière, et une Australienne vient me voir, elle me demande sa cabine, tout ça. Je dis, mais je travaille pas sur le bateau. Parce qu'on est aux Bahamas, majoritaire noir, d'accord? Mais là, ce qui était rigolo, et ce qu'elle savait pas, c'est que tout le staff était blanc. Le seul qui était noir, c'était le capitaine qui venait de Belize. Donc tout le staff étranger, blanc. Et elle me demande, je dis, mais moi je suis un touriste comme vous, pourquoi? Elle s'est même pas excusée, ouais, elle était un peu au contraire choquée, etc. Et ça, j'en ai eu beaucoup. Je vais en montrer quelques-unes rien que pour que vous imprégniez. Et vous voyez, australienne, aux Bahamas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, à Cuba, en Allemagne, on prend un bus de la Havane, il faut aller à 6 heures de bus pour prendre le bateau pour aller au Jardin de l'Arena. C'est un endroit pour dire. Et l'Allemand, très droit, un classique, je suis appris qu'il était enseignant, sud. Et le gars, il me demande, justement, depuis quand je travaille sur le bateau. Je dis, mais je travaille pas sur le bateau. Je suis un client comme vous. Et là, je lui mets en pleine gueule, je lui dis, mais parce que t'es blanc, t'as le droit d'être client, et moi, je suis basané, j'ai pas le droit d'être client. Pourquoi? Il est devenu blême, il transpire. Ah, sorry, tout ça. Et il était sincère, hein. C'était un brave type. Après, je passais une super semaine, le pauvre, d'une gentillesse, mais ça l'a marqué toute la semaine, hein. Même en partant, après, je le chambre encore là-dessus. Et tout, non, pas du tout, etc. Et je lui explique, je lui dis, mais c'est pas ta faute, c'est pas du racisme que t'as eu, c'est que ton cerveau, et là, je te donne grâce, c'est que moi, dans la plupart des pays au monde, j'ai jamais vu de basané. Sociologiquement, c'est plutôt assez âgé, parce que ça coûte cher, les croisières de plongée sous-marines. C'est blanc, j'ai jamais vu de couleur, tout ça, etc. Donc, voilà. Donc, lui, quand il voit mon profil, il se dit, il a plus le profil, vu qu'il n'est pas habitué à en voir, il a plus le profil de voir mon profil pour travailler sur un bateau, etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est du racisme inconscient. C'est pas conscient. Vous voyez la différence? On va me dire, mais ça fait pas le même effet. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du rejet. Vous voyez, parce que moi, dans le vrai racisme, c'est celui qui pense qu'il est vraiment raciste, mais qui, en plus, qui va au bout de son racisme en ne pas embauchant, ou en discriminant, ou en attaquant. Tout ça, c'est le vrai racisme. Le racisme inconscient n'est pas forcément méchant. Il n'est pas violent. Voilà. Il n'est pas agressif. Même si vous le subissez, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse? Et vous voyez, là, j'étais à Cuba. Voilà. Et je peux en continuer. Tiens, la dernière, en Allemagne.
Là, une autre croisière, mais pas cette fois-ci de plongée. J'en avais jamais fait. Je voulais faire les Pères du Nord avec toute ma famille, avec ma femme et mes enfants et tout ça. Manque de peau, ça tombe l'embrouille avec la Russie et l'Ukraine. On devait finir à Saint-Pétersbourg. Ils changent le plan pour aller en Allemagne. Parce que moi, je voulais pas aller en Allemagne. Voilà, j'aime pas les Allemands. Voilà, en général, c'est comme ça. Moi, voilà, c'est comme ça. Bon, bref. Après, quand je rencontre des Allemands, s'ils ont le profil de ceux que j'aime pas, là, c'est-à-dire rigides, pas aimables, associables, égoïstes, tout ça, etc., bien sûr, je vais pas les calculer ou je les tèche. Mais ceux qui sont aimables, ouverts, cultureux, etc., bien sûr, je vais me lier d'amitié avec eux avec grand plaisir. Donc, discernement toujours important. Et elle appelle, vous savez, gate number truc, vol pour aller à Istanbul, business en premier. Moi, je voyage qu'en business, désolé. Mais par contre, je suis toujours en short et en tongle. Voilà. Et là, j'arrive, la gonzesse, vous voyez, elle est toujours sur le côté pour prendre les tickets. En général, ils disent welcome, hello, welcome, tout ça, etc. Moi, non, de suite, bam, je dis hello. Elle sort du côté, elle se met face à moi et elle me met les deux doigts, alors comme ça, les deux fingers là devant les yeux. Ah, j'ai vu rouge parce que moi, en termes de sécurité, je ne laisse pas approcher des mains. En général, je tarte hein, quand on met les mains proches de moi, c'est des réflexes, il faut que je tarte, hein, etc. C'est dangereux. Parce que vous vous rendez compte que les gens qui me mettent des doigts devant les yeux. Elle fait, I say first business class. Aïe. Il en fait pas. Bon, après, je suis un vrai Marseillais, j'adore le spectacle, j'adore ce que ma femme, elle savait que j'allais démarrer. Elle se préparait à rigoler, les gamins aussi, ils connaissent l'animal. Je n'attendais pas moins pour éclater. Et là, je tape le scandale. J'ai dit, you don't know, hello, how are you today? C'est-à-dire, comment allez-vous? Bonjour, comment allez-vous today? Yeah, and looking the ticket. I am business class. Why you put your finger? Pourquoi vous mettez vos doigts devant mes yeux? Pourquoi? Hein, mon grand-père, il a battu les nazis, mais vous êtes encore héritier des nazis. Alors, je sais qu'ils détestent ça. Les Allemands, les Australiens, parce que j'ai aussi une fois dans les Australiens, Paris, un même truc. Ils détestent ça. Ils sont tellement complexés que même si Israël met la bombe nucléaire sur la Cisjordanie, sur Gaza, ils vont dire non, mais ils ont le droit de se défendre, tellement ils culpabilisent de l'histoire. Donc, quand vous leur rappelez ça, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Et là, moi, je me régale. Et là, je fais le spectacle, tac, bref, tout ça pour vous dire. Donc, j'en reviens au sujet. Vous concernant, tout ça, j'essaie de vous faire comprendre quoi. C'est que aujourd'hui, vous faites les frais où c'est vraiment d'État, puisque c'est Retailleau, le ministre, etc. C'est lui qui a dit qu'il faut abattre le voile. Abattre, hein, en général, c'est ça. C'est ce qui s'est passé quand l'autre, il se fait tuer, le frère, il se fait tuer en train de faire sa prière. C'est l'autre Tunisien qui a été, comment vous dire, Tunisien qui a été victime à Puget, je crois que c'était à Puget sur Argent ou un truc comme ça. Un autre qui a été un Kurde qui a été blessé, etc. Donc, et puis toutes les attaques qu'il y a. Voilà, parce qu'ils disent c'est l'ennemi. Et quand ils disent que c'est le voile, c'est une affirmation politique, donc dans les pays musulmans, majoritairement, elles portent le voile, donc il n'y a rien à voir à la politique, ils vont pas militer pour un truc, ils sont déjà au pouvoir. Donc tout ça, c'est du pipeau. Regardez, je vous parlais de la Turquie. Ben voilà, dans les écoles publiques, tout ça, etc., il y a peut-être 60, 40, selon les lieux, peut-être 60% de voilés, 40% de non-voilés, ou l'inverse, 60 de non-voilés, 40, etc. Et celles qui le portent, les personnes leur disent, oui, tu défends une idée politique. Non, c'est ça. Voilà, c'est d'ailleurs, beaucoup de femmes en France qui portent pas le voile, elles supportent celles qui le voile, parce qu'elles le portent pas parce qu'elles remettent en cause le voile, c'est qu'elles se disent, elles se sentent pas prêtes de le porter, le voile. C'est tout. Vous voyez, c'est une conviction personnelle, hein, avant tout. Parce que là aussi, on se pose pas la question. Beaucoup ne le portent pas. Et pourquoi elles le portent pas? Sauf qu'eux, ils disent, oui, c'est des vrais musulmans. Non. C'est qu'elles admirent celles qui le portent, le voile. Mais elles ne trouvent pas le courage et la force et la foi nécessaires pour pouvoir le faire. Il y a des gens qui boivent de l'alcool, etc. Mais ils disent, Inch'Allah, etc. Ils savent que c'est pas bien de le faire. Ils savent que c'est péché, tout ça, etc. Mais ils espèrent qu'un jour, ils arrêteront de le faire pour se mettre en conformité avec la religion. Mais ils vont jamais critiquer ceux qui ne boivent pas de l'alcool. Vous comprenez la différence entre les deux. Ce que je veux vous dire, c'est que la situation aujourd'hui, j'entends ils disent oui, on se bat. Désolé, personne ne se bat. Moi, je vois, peut-être cette vidéo va faire 50 000 ou 1000 vues, je dirais 2000, c'est que dalle, etc. Mais quand j'ai fait des trucs sur le mur, il y a personne. Il y en a qui ont peur de liker, ils ont peur de partager, parce qu'en disant oui, mais attention ce qu'il dit, tout ça. Mais sachez que même que j'étais en France, comment ils disent vous, les services, tout ça, etc. Mais on m'a jamais embêté. Que ce soit à l'époque, les renseignements généraux, tout ce que vous voulez. Vous vous rendez compte, je travaillais à la RATP, on m'a repris, d'ailleurs, cadre au département de sécurité, je connais tous les dispositifs de sécurité qu'il y a, etc. Vous voyez. Donc, et pourtant,
à l'époque des attentats, 2013, 2014, 2015, j'étais là, et que je défendais ceux qui étaient assignés à tort à domicile, à la radio, sur mon blog et tout. J'ai jamais embêté, parce que les mecs des services, ils savaient, heureusement, parce que moi je le dis, s'ils venaient, ça prouverait qu'ils sont vraiment des ânes, que je n'étais pas un danger, que j'étais pas un farfelu, ou un illuminé du cerveau et compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, etc. Alors, là où je les condamne, par contre, c'est qu'ils ont été un peu à la pêche au filet à l'époque, et qu'il y avait des gens qui étaient des innocents, c'est sous peine, vous voyez, c'est le contact, vous voyez, on peut avoir un contact direct. Ben là, voilà, le gars, il était dans une station où il y avait 1500 Antillais convertis à l'islam, et parce que le trésorier, lui, a priori, il était mis en cause dans son comportement, c'est qu'on a mis, lui, qui travaillait il était dans cette station, parmi les 1500, donc automatiquement, ben c'est la lignée. Bon, c'est trop facile, quoi. Je veux dire, c'est trop facile. Non, ça c'est débile. Il faut creuser, mais non dans la facilité. Il est là-bas, pareil. Allez, on lève. En fait, ils ont pas pris, tellement ils avaient peur que ça recommence, ils ont enlevé tout le monde. Alors, au lieu de pêcher à la ligne, ils ont pêché au filet. Et ils ont fait des dégâts. Et je ne sais pas, hein. Parmi ceux-là, peut-être, aujourd'hui, eux, ils ont été radicalisés, ils sont partis, ou sont mis dans la haine, etc. Parce que vous avez fait votre coup de filet. Et pas votre coup à la ligne. Ça, c'est une réalité. Parce que ils disent, mais moi, j'ai jamais été là-dedans, moi qui étais toujours... Et c'est le gars, le mec, il travaillait à la RATP, il a perdu son boulot. Il faut voir les gens, on leur cassait des portes. Il faut voir les dégâts qu'on a fait. Et ça, les dégâts psychologiques, il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu un pardon. Il n'y a pas eu une réparation. Certains judiciaires, puisqu'ils ont fait annuler leur licence, mais trop tard, ils ont perdu leur boulot quand même. C'est pas avec 50 000 euros, 60 000 euros de dommages et intérêts, alors que les mecs, ils avaient 18 ans de boîte. Vous voyez, donc cette colère, voilà. Alors, je dis pas qu'ils vont automatiquement basculer, mais vous avez plus de chances qu'ils vont basculer, et que certains vont basculer. Comme aujourd'hui, tout ce que vous faites là, en fait, tout ce qu'ils font là, parce qu'ils veulent faire leur beurre dans les élections, va automatiquement avoir un lien. Moi, je vous le dis de suite, je vous l'annonce, ça va péter. À un moment donné, ça va péter. Il y en a qui sont en train de se monter le bourrichon. Pourquoi? Parce que c'est le plus fragile. Le même mec, vous voyez, on dit Rotaillot, c'est le cerveau, Bolloré, le groupe Bolloré, c'est les cerveaux du mec qui a tué plusieurs gens. C'est vrai que c'est eux les cerveaux, parce qu'ils ont donné la matière intellectuelle là-dessus. Mais de la même manière, Rotaillot, Le Pen, tous les autres et compagnie, quand vous tapez sur les musulmans, vous êtes les cerveaux de celui qui va se radicaliser et qui va commettre l'immensurable. Voilà. Parce que vous l'avez radicalisé. Vous radicalisez de des côtés. Voilà, les deux. Tout ça pour faire vos empêtes. Parce que si vous aimez la France, vous ne direz pas là-dessus. Vous le faites purement par stratégie politique, marketing politique. Qu'est-ce que ça m'apporte et tout. C'est comme ça qu'on a eu Attal pour remonter en scène parce qu'il dit, attends, je suis un peu largué, il y a Édouard Philippe, maintenant Rotaillot, il faut que j'émerge. Alors, après avoir fait son beurre sur... alors qu'il a rien fait, hein. Le mec, ça fait 7 ans qu'il a été ministre, il a rien fait, dites-moi une seule mesure, on dit, ah, Baya, ah, il a fait une circulaire à Baya, voilà, ah, Baya. Vous vous contentez de ça, vous êtes des fous furieux. Donc, il dit, ben, je refais la même chose. Et là, interdiction du voile à moins de 15 ans. Voilà. Alors que c'est anticonstitutionnel, on peut pas viser une religion et pas une autre, bref. Tout ça, tout le monde en a ricané. Vous voyez. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, je veux réexister. Parce qu'il sait qu'en France, c'est un pays daté majoritairement. Ils n'ont rien à foutre de l'islam, rien à foutre de l'islam, etc. Je le regrette, hein, c'est comme ça. Je préfère une France plus chrétienne. Et plus conservatrice aussi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il essaie d'exister en faisant ça. Et puis voilà, il continue. Voilà. Après, vous avez vu les autres, le maire de Châlons, je vais interdire le drapeau palestinien, mais c'est pas le drapeau de Daesh. Ça va pas, non, la tête? Donc, c'est la surenchère. Parce qu'en plus, il y a ceux qui veulent séduire. De l'autre côté, la communauté juive, la communauté des médias, etc., le CRIF et compagnie, parce que c'est salutaire pour eux, parce qu'ils peuvent être un peu aidés, compagnie. Ça, c'est une réalité. Parce que ça, ce communautarisme-là, pour eux, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Je rappelle que le CRIF, qui dit qu'il ne faut pas associer, moi je vous le dis, il faut jamais associer le CRIF et les juifs, comme il ne faut pas associer le CRIF, le CRIF et les juifs, et eux ils disent non, il ne faut pas confondre le CRIF, donc les juifs, et Israël. Bah, sauf que eux c'est ce qu'il faut, parce que quand ils disent qu'il ne faut pas reconnaître la Palestine, tout ça, et qu'ils soutiennent Netanyahou, c'est-à-dire celui qui est marginalisé même en Israël, où tout le monde ne peut plus le voir, et tout le monde a compris que ces massacres sont liés pour pouvoir rester au pouvoir, parce qu'il sait que sinon c'est sa mort politique, voilà, et il veut pas sa mort politique. Bref, donc tout le monde le sait, sauf eux, ils le supportent. Donc chaque fois qu'eux ils prennent position là-dessus, quelqu'un qui est un peu simple d'esprit, eh ben, il va taper sur un juif, qui est faux. Alors qu'il y a beaucoup de juifs
allez, on en a de plus en plus, hein, qui le disent ouvertement, fortement. Je vais pas venir sur des Bosman, là, comme l'ancien Médecins sans frontières, qui est un des fondateurs avec Kouchner là-dessus. Même Kouchner, lui qui intervient de partout, qu'il faut bombarder de partout, il condamne tout ça, etc. Sinclair, tout ça, bref. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, ça commence à faire, parce qu'ils sont pas aveugles, ils voient ce qui est en train de se passer, et puis ils voient surtout les conséquences pour la sécurité des Juifs dans le monde, pour lutter contre l'antisémitisme, enfin le racisme anti-juif, moi je dis, parce qu'il n'y a que le racisme, il englobe tout le monde, comme l'islamophobie d'ailleurs, hein, ça n'existe pas, ce racisme contre les musulmans, il n'y a aucun problème, on ramène tout le monde dans le droit commun, etc. Bref, donc pour vous dire, quelle est la solution d'aucuns vont pouvoir m'accuser, me dire, ouais, Mourad, tu as fait des résidences, je construis des résidences islamiques. Oui, j'ai permis de construire des résidences islamiques pour permettre à des gens de venir en Turquie, vivre dans une conception islamique des choses, etc. Etc. Mais même à l'époque, j'ai jamais dit que c'était que tout le monde pouvait venir vivre en Turquie. Non, ceux qui avaient comme business, ceux qui travaillent à distance, tout ça, bien sûr, ou passer leur retraite, naturellement, ils peuvent le faire. Mais j'ai jamais dit que les autres. J'ai toujours dit il y a des difficultés. Si vous voulez travailler dans une boîte, il faut 5 Turcs pour un étranger, hein, pour pouvoir l'embaucher. Voilà. Donc je vois, il faut vraiment avoir une sacrée valeur ajoutée, hein, pour pouvoir en bénéficier. Par exemple, si vous êtes cuistot, croyez-moi qu'il n'y a aucun souci. Mais si vous êtes plombier ou électricien, non merci, personne ne va vous embaucher. Mais parce que cuistot, ça paye très cher en Turquie, ils en ont besoin, etc. Donc il y a des corps de métier. Donc je suis pas là pour faire, moi, mon marketing, tout ça, etc. Et voilà, et comme je vous le dis, c'est pas pour tout le monde. Voilà. Donc, après, la question donc se pose, c'est, est-ce que c'est individuellement ou collectif? Tout à l'heure, quand je vous disais, pour savoir rester, pour se battre. Mais non, vous vous débattez, il n'y a rien qui fait. Voilà. Donc ça, oubliez ça. C'est pour ça que chacun y voit pour sa personne, de façon individualiste. Et c'est vrai que les services et les politiques ont fait en sorte, on l'a vu sur la question palestinienne, de vous taire, de vous museler. On a vu même des burgas, des mecs qui sont même pas musulmans. On dit on va chercher un chercheur, ou alors le fait qu'ils virent des imams parce qu'il a telle chose. Donc ils ont voulu vous faire peur. Donc beaucoup sont réfugiés, se planquent. D'ailleurs, un petit mot au service. Vous vous rappelez ce que disait Sarkozy, vaut mieux un islam ouvert, des mosquées et qu'on contrôle, que l'islam des caves. Mais vous faites tout l'inverse, là, actuellement. Vous profitez pour faire ce que vous appelez, vous, l'islam des caves, que moi, je n'appellerais pas islam des caves. Je dirais, c'est là où on lave les cerveaux des plus fragiles pour leur dire, t'as vu, si t'aimes pas, il faut se rebeller, etc. Donc, tous vous travaillez, en fait, retaillez tout ça, vous êtes les complices des ceux qui vont laver le cerveau à des gamins, tout ça, etc. En général, c'est toujours des anciens voyous, parce que c'est beaucoup plus facile, pour passer à l'acte. Voilà. Donc, vous êtes aussi là-dessus. Vous leur donnez matière aux autres. Mais regarde ce qu'ils disent, mais regarde ce qu'ils font, regarde, il faut y aller, il faut... Bon, bref. Vous avez compris le cinéma. Donc, je vais passer à titre individuel. Soyez une fille ou un homme, c'est déjà différent. OK? Pour une femme, c'est beaucoup, je parle en célibataire, hein, c'est beaucoup plus difficile. Mais un garçon qui a des diplômes, etc., il suffit qu'il aille dans un pays où son diplôme a une valeur ajoutée, il peut partir, aucun problème. Une fille, d'ailleurs, elle peut le faire aussi, dans les pays occidentaux ou dans d'autres, tout ça, elle peut partir, aucun souci, etc. D'ailleurs, j'étais bête de faire la différence, mais parce que je parle de la fille, parce qu'en général, attaché, le parent, le père, la mère, tout ça, donc il y a un détachement plus difficile de la sphère familiale. C'est pour ça que je dis ça. Il n'y a pas un côté dominant, etc. Non, on le sait, l'homme c'est un coq, il peut partir de partout, etc. Les filles, elles sont plutôt, elles ont plus la structure familiale dans la peau. Les couples, oui, vous pouvez toujours pareil. Et puis ceux qui avec les enfants, il y a des difficultés, l'école par exemple, etc. Et certains me disent, ouais, est-ce qu'il y a l'école française? Mais non, si tu vas en Turquie, tu vas à l'école turque. Hein. C'est tout. Moi, mes enfants, ils sont à l'école turque, ils vont pas apprendre mes ancêtres sont gaulois, quand ici les ancêtres c'est des ottomans, quoi. Voilà, il y a une perception de l'histoire qui est différente et tout. Non, ils ont vocation à vivre ici, c'est ça. Par contre, c'est vrai que ça c'est bien, c'est les passeports. Moi, mes enfants ont 4 passeports, le russe par la mère, l'algérien, le français, le turc par moi. Voilà. Donc ils ont 4 passeports. Mais l'avenir, vu que le monde est ouvert, ils pourront aller en Algérie s'ils veulent. Les passeports, c'est aussi une liberté de choix pour les enfants, rester en Turquie, faire ce qu'ils veulent. Ils ont des outils, en plus de leur formation qu'ils vont faire, etc., professionnelle, ou de business, ou ce que vous voulez, ils ont aussi les passeports qui vont aider. Parce qu'il y a ça aussi. Il faut voir, c'est est-ce que les pays seront acceptés. Aujourd'hui, en Turquie, la difficulté, par exemple, pour avoir les l'ICAMET, la carte de séjour, est très difficile, parce qu'ils ont mis des montants, c'est compliqué. Je pense, Inch'Allah, qu'ils vont commencer à assouplir, parce qu'ils se rendent compte
que ça a été trop loin. Sûrement quand, je sais pas, mais je sais qu'ils vont à l'Algérie. Mais à ce jour, il est très difficile de venir en Turquie. Vous voyez, bon, je suis pas là pour vous vendre quelques apparts qui me restent à vendre. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc je vous dis les choses nichaines, etc. Il y a l'Algérie qu'on voit que de plus en plus on appelle. Il y a une prise de conscience. Moi, je me suis reproché pendant des années que l'Algérie ne se préoccupait pas de ses compatriotes à l'étranger, notamment en France, ne le défendait pas. C'est vrai qu'elle défend très peu. Elle l'a fait sur les histoires des OQTF, elle le fait un petit peu, etc. Où elle demande à respecter l'état de droit, tout ça, etc. Donc aucun problème. Et voilà. Et donc il y a l'appel de la diaspora, alors tous adorent. Hein. Ils disent ouais, putain, tu vas en Algérie, c'est changé, c'est super, c'est sympa et tout. Mais entre y aller en vacances et aller vivre, être confronté à l'administration, tout ça, etc. Il faut encore du changement. Mais pourquoi pas? Moi, je le souhaite de tout cœur que l'Algérie continue à progresser, s'améliorer, pas un truc où tu vas avec une carte bleue, ta carte bleue elle marche pas, quoi. Je veux dire, voilà, il faut sortir de tout ça, quoi. Ou limiter à 1000 balles ou 1500 balles quand tu arrives au truc. Donc tout ça, il faut arrêter, quoi. Voilà. Bref, il y a du changement, mais s'il y a une volonté et que ça change dans le bon sens, oui, il y aura une perspective. Après, le réceptif là-bas, je ne le sais pas. Je peux pas vous en parler, ça fait 3 ans que j'ai pas été et je vous dis, je vais y aller retourner, savoir si on me traite encore d'immigré, tout ça, etc. Mais les générations changent, les esprits changent, etc. Je ne préjuge de rien. Je vais y aller et voir par moi-même. Et bien sûr, je vous ferai mon retour, etc. de ce que j'en pense sur l'Algérie. À ce jour, je vous dis, moi, je parle dans les pays parce que j'y étais. Vous voyez, quand on parle d'Iran, oui, j'y étais en Iran. Vous voyez ce que je veux dire? En Israël, en Palestine occupée, j'y étais. Voilà. Donc, je parle. J'étais en Jordanie. Enfin, voilà. Je bouge. Voilà. Et je veux voir par mes propres yeux pour avoir ma propre opinion et pas répéter bêtement ce qu'on entend dans les journaux. Donc, la question, c'est, après 1 heure, est-ce que vous restez ou vous ne restez pas? J'ai fait l'erreur il y a quelques années, donc dont acte, et je m'en excuse, parce que souvent, vous voyez, je donne des conseils ou je donne mon point de vue par rapport à mon prisme, par rapport à ma personnalité. Moi, j'ai grandi avec un père et qui les parents à une éducation très stricte, très dure. Voilà, l'affection, c'était plutôt celle-là, et j'ai appris à me battre. J'avais faim, j'étais victime du racisme, du rejet à l'extérieur et tout, mais tout ça, moi, ne m'a pas détruit. Moi, tout ça, ça m'a donné de la patate, parce que j'ai dit, ah ouais, je vais leur montrer, je vais être le meilleur. Parce que mon premier prof, comme je disais, j'avais oublié de vous dire, ils voyaient tous un destin aux autres internationales, sauf qu'à la fin, c'était comme moi. Ah, c'était comme ça, voilà, etc. Rien contre mes potes, d'ailleurs. Et dommage qu'ils l'ont pas vu, mais c'est pour vous dire, voilà, jusqu'à où ça a été. Par contre, mon deuxième prof, non, lui, il a cru. Il m'a tout reconstruit, au niveau du judo, tout ça, etc., etc. Bernard, vraiment un homme extraordinaire. Donc voilà, et moi, par exemple, quand je me fais virer de la RATP, tout ça, etc., et puis je vais pas rentrer dans tous les détails, comment ça s'est passé, etc., personne n'aurait cru que j'allais revenir, parce que c'est capital 100% de l'État, le PDG était ancien directeur de cabinet de Premier ministre, enfin, voilà, on attendait l'attaque à l'État. Mais moi, j'ai cru à Dieu, d'ailleurs, parce que je dis que Dieu n'aime pas l'injustice, et malgré les trucs, je savais, je disais tous aux gens, vous allez revenir tous, ils disaient, c'est un fou. Et je suis revenu, et de la bonne manière d'ailleurs, de la meilleure des manières que je pouvais avoir. Donc je suis sorti peut-être par la fenêtre, je suis rentré par la grande porte par contre, voilà, etc. Donc j'ai fait cette erreur. Donc je sais qu'il y a des gens, moi j'ai toujours dit ce que je pense, j'étais en radio, à RMC, à Beurre FM, à la télévision, j'ai écrit un livre, j'ai toujours su, mais c'est mon caractère. Donc je peux pas, si vous avez mon caractère, que rien ne vous fait peur. Quand je suis parti en Turquie, j'avais pas d'amis, je parlais pas le turc, j'avais que dalle. Rien, nada. Rien. Et je suis parti, j'ai créé mon réseau, j'ai fait ce qu'il fallait, tout ça, etc. Mais pareil, quand je suis monté de Marseille à Paris, après quand je changeais de ville, je suis à Limeil, après à Thiers, tout ça, etc. Voilà. Je suis rentré en politique, j'étais adjoint au maire. Bref, d'ailleurs, en parlant de la politique. En politique, Édouard Philippe était directeur de l'UMP à l'époque. Et j'ai fait des réunions, tout ça, etc. Il me mettait le buffet sans alcool, il respectait. Vous voyez, j'ai beaucoup de griefs contre lui. Mais pas là-dessus, vous voyez, moi je suis honnête. Ouais, je mélange pas tout. Je suis honnête factuellement. Moi, en tant que musulman, au sein de l'UMP à l'époque, j'ai été victime, sur la religion, je parle, de aucun racisme. Aucun. Respecté. Une fois, j'avais rendez-vous, je dirais pas son nom, il était à l'Élysée. J'allais souvent à l'Élysée, sous la Chirac, souvent les conseillers du président, tout ça, etc. Et il me dit, tiens, viens maintenant. J'ai rendez-vous chez le cardiologue. Il me dit, comment, t'es malade? Tu t'arrives quelque chose et tout? Dis-moi, désolé, dis-moi, Mourad, qu'est-ce qui se passe? Je fais, non,
le vendredi, c'est la prière. Donc, je vais soigner mon cœur, tout ça, etc. Ah, d'accord, désolé, je savais pas que tu pratiquais. Vraiment, il s'est excusé, tout ça, etc. Donc, je suis honnête, je vous le dis, je l'ai pas. Je dis pas qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Ah, attention, hein, je vous parle, dans la période où j'y ai pas vécu. Par contre, j'ai vécu du racisme inconscient, que je vous expliquais tout à l'heure, ou quand j'allais les voir, je leur dis, oh, attendez, oh, comment ça se fait, c'est pas mon tour, pourquoi je suis pas secrétaire national, pourquoi j'ai pas ma institut et tout. Ils me disent, mais on en a déjà mis chez vous. J'ai dit, qu'est-ce chez moi? Et je en parle dans mon livre. En fait, parce qu'ils ont créé, il y avait 3 catégories, les hommes, les femmes et la diversité. Et moi, je rentrais dans la diversité. Alors, par contre, c'était asexué. La diversité, c'était les gonzesses et les mecs. Mais comme ils avaient un déficit de nanas, et par la loi, ils étaient obligés de mettre plus de nanas, eh ben, ils disaient, ben là, on a comme du Tony Gencive, du Dash 3, 2, 3 ans 1. Et ils mettaient donc, à l'époque, les Jeannette Bougrab, les Rachida Dati, voilà. Alors là, je remplis les cases, là. Alors, ce qu'ils adoraient, c'est Bougrab. Alors, les filles d'Arki, donc, hop, une case, c'est génial. Oh, c'est une femme, donc deuxième case, et en plus, fille d'Arki, donc d'origine algérienne, etc. Enfin, pour eux, musulmans, tout ça. Alors là, c'était le profil extraordinaire pour eux. J'avais fait un article à l'époque sur le Parisien, il y avait Bruno Jules à l'époque, il était simple journaliste, ou c'était même pour les régionales de 2015, je lui avais dit, si j'avais été de mère juive, de père musulman, noir, homosexuel et handicapé, j'aurais été tête de liste. Parce que c'est comme ça qu'il faisait. Et il continue d'ailleurs, hein, pas moi, mais il continue à le faire. Parce qu'il disait, mais là, j'ai tout le profil là. Donc juif par la mère, musulman par le père, donc c'est parfait pour eux. Ensuite, ils te disent invalide, truc. Et je remplissais toutes les cases. Et donc là, tu as des chances d'être dans les têtes de liste. Vous voyez? Parce qu'ils font du marketing. Le communautarisme, comme je le disais dans mon livre, c'est eux qui le fabriquent. Parce que ils le condamnent en période non électorale, et pendant les élections, ils ne font que ça. Parce que c'est comment je peux dire un minimum de messages pour toucher un maximum de gens. Ben, qu'est-ce qu'on s'adresse? À des associations, à des communautés, c'est 10 fois plus facile. Et c'est ce qu'ils font. Ils vont voir les uns avec les autres, les bassesses. Oui, j'ai écouté. Oui, en effet, je prends en compte vos désirata. Là, ils écoutent tout le monde. Oui, c'est tout le monde. C'est comme ça. Et après, une fois au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est comme ça que les Français se sentent cocus. Donc, la question pour partir pour partir où? Et ce que je vous parle, ça dépend votre force. Si vous êtes fragile et tout ça, etc. Mais vous allez me dire, mais si je suis fragile, je vais me faire un papouillonner en France aussi. C'est vrai. C'est vrai. Alors déjà, moi, je veux dire, après, regardez, moi quand j'étais, je suis né à Marseille, au Gagné, tout ça, etc. Moi, j'étais en équipe de France. Tu m'aurais dit, va faire la guerre pour la France. J'y allais en cavalant. Voilà. Aujourd'hui, je vous le dis, pas parce que j'ai 51 ans, je suis pas le même athlète. Mais tu veux pas la France? Non. Vous savez pourquoi? Parce que la France que j'ai aimée, la France où je vous dis, dans tout mon parcours, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Moi, j'ai toujours plus dans ma tête ceux qui ont été des personnes extraordinaires que des gens qui m'ont fait du mal. Vous voyez, toujours. Je vois vraiment l'esprit positif. Je salue Lagrange, il écoutera, je sais pas. C'était un directeur à la RATP et pour vous dire, alors même la RATP, elle a tout fait, elle a fouillé dans mes poubelles, elle a fouillé dans ma vie privée, elle a tout fait pour me tuer. Mais la seule chose qu'ils n'ont jamais été, c'était sur la partie de l'islam. Ils m'ont jamais attaqué là-dessus. Vous voyez, je suis honnête. C'est là aussi. Et d'ailleurs, même moi, quand je contre-attaquais, jamais j'aurais fait ce procès. Jamais ce procès. Il y a dans la direction, à l'époque, et tout ça, etc., comme là, des gens qui avaient aucun intérêt et qui m'ont eu, que j'ai séduit intellectuellement, hein, on va dire, et que j'ai touché leur affection. Et encore aujourd'hui, j'envoie des messages pour tout ça, etc., parce que je suis reconnaissant, parce que même dans le combat, dans l'adversité, ben, il y avait des gens qui, eux, ils pensaient pas de la même manière. Alors certes, ils participaient, parce que c'est un effet de direction, tout ça, etc., mais voilà. Mais je n'ai pas été. Vous voyez, moi, je peux pas vous dire oui quand c'est. Voilà. Non. Voilà. Et par contre, j'ai toujours eu ce discernement là-dessus. Ça va être difficile. Donc, à un moment donné, ils vont être contraints parce qu'il y a l'Europe qui va leur taper dessus. Après, ils vont dire on va changer la Constitution. Je pense qu'il va y avoir des drames. C'est-à-dire que dès qu'ils vont commencer à vouloir légiférer sur des trucs et qu'ils arrivent à modifier la Constitution, ou comme certains disent, par exemple, interdire le voile sur la pub, ça va partir à mourir. Pour moi, ces gens-là veulent la destruction de la France. Voilà. La France, avec sa crise économique, avec ses crises d'institutions, tout ça, etc., elle n'a pas besoin de plus de divisions. Mais ces gens-là, écoutez-moi bien, ils détestent la France. Et moi, pourquoi j'ai plus cet amour pour la France?
c'est que je vois des veaux, des bœufs de Français majoritairement qui est en train de les soutenir, notamment dans les sondages. Parlons-en des sondages. Depuis 2005, par un référendum, on consulte pas le peuple, tout ça, etc. Aujourd'hui, ils font que du sondage. Sondage, Bolloré, il a son propre CSA, et chacun. Les questions souvent biaisées, les questions souvent fermées, etc. Donc, c'est difficile. Vous comprenez? Par exemple, est-ce que vous êtes pour le bois, là? Le mec, il n'a rien à voir avec l'islam. Bien sûr, la première chose qu'il va te dire, c'est non. Moi, si vous me dites pour la femme juive, est-ce que vous êtes pour la perruque? Je vais dire non. Par contre, si tu me dis, est-ce que tu es pour la liberté de la femme juive de porter sa perruque? Moi, je vais dire oui. Alors, je dis pas que tous les Français vont dire oui aussi, mais une partie vont dire oui, parce qu'elle fait ce qu'elle veut, si elle veut mettre sa perruque, et il en est de même pour le voile, etc. Vous voyez, vous comprenez? C'est très compliqué. Et donc, ils sont là, tous avec sondage. Mais vous avez vu les sondages, les Français sont d'accord avec moi. Oh, les Français sont avec moi. Non, c'est pas si réducteur. Donc, aujourd'hui, on a un nouvel système. On n'a plus la démocratie, on a les sondages. C'est pour ça que Bolloré avait acheté l'Institut du sondage. Il a dit, j'achète les médias, presse écrite, radio, télévision, je nettoie, je balance les trucs, vous voyez? Et ensuite, je subventionne ceux qui ont soi-disant les bonnes réponses. Ils n'ont aucune bonne réponse. Ceux qui ont fait Retailleau d'un héros, qu'est-ce qu'il a obtenu de l'Algérie? Rien, zéro, la tête à Toto. Il parle d'enrayer les barbares, comme il dit lui, sauf que les barbares, ils ont massacré, ils ont détruit tout ça, etc., alors que c'est Retailleau qui a failli. Mais regardez la subtilité. Non, parce qu'il me manque une loi, parce que la sanction n'est pas assez lourde. Vous voyez, mais pourquoi tu l'as pas dit avant les événements? Avant les événements, tu as dit, on a mis un dispositif, 5000 policiers, on va contrôler, on va faire. Ouais, t'as bombé le torse. Une fois que ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu fais? C'est la faute de la loi. Mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Pourquoi tu as dit, attention, j'ai peur parce que la loi n'est pas avec nous? Non, désolé. S'il y a eu ces interpellations, c'est qu'ils ont plus cassé. Et que tu n'as rien fait pour les empêcher. Et que tu avais un dispositif que tu n'as pas suggéré directement. Enfin, des gens qui sont en dessous de toi, qui n'ont pas su placer les bonnes personnes, etc. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Parce que là, c'est de la verticalité. Hein, c'est pas le terrain qui parle. C'est les gens dans le bureau où ils gèrent les trucs qui prennent les décisions. Alpha, bravo, toi tu vas là-bas, la groupe de là-bas. Mais vous n'êtes pas là-bas. Sauf que c'est le terrain qui doit commander. Et que c'est leur système qui fait que c'est pas la base qui commande. Alors que ceux qui sont en bas, qui voient les choses, ils peuvent faire remonter l'information. Sauf que celui qui prend la position au-dessus, il est trop loin du truc. Mais je m'écarte un petit peu. Mais c'est seulement pour vous dire. Donc, quoi faire, où aller? Donc, je vous ai dit, donc, vous pouvez aller dans des pays où ils acceptent votre religion, mais ils accepteront pas forcément. Peut-être que vous subirez, pas massivement, parce que là, votre liberté ne sera pas en jeu, mais que vous vivrez un racisme parce que vous êtes français, par exemple, parce que votre couleur de peau ou autre chose. Donc c'est pas exclu, c'est pas exclu. Vous pensez que vous arrivez en Arabie Saoudite, mais les gens qui comprennent rien là-dessus, vous croyez que un musulman, il va en Arabie Saoudite, il est bien. Un non-musulman, il est mieux accueilli par ses bédouins, par ses chameliers là. Il est mieux accueilli parce qu'ils ont le complexe colonisé, vous voyez. Mais un musulman, il va le traiter quand même. Il suffit de voir comment il les traite, les gens du Bangladesh et tout ça. Au contraire, ils embauchent des musulmans pour mieux les exploiter. Dans les pays les plus pauvres, ils les traitent comme vraiment comme des animaux. Ça, c'est une réalité. Donc arrêtez votre délire. Et ces gens-là, qui me se décomplexer, ils veulent jouer les Occidentaux, ils préfèrent les Occidentaux. Parce qu'il y a ce racisme anti-arabe, anti-musulman dans les pays musulmans eux-mêmes. En Turquie, le premier parti d'opposition est un parti contre l'islam ou islamophobe, comme vous voulez. C'est une réalité, le CHP. C'est ça, la guerre contre les musulmans, le kémalisme, comme ils disent, ils le déguisent en kémalisme, tout ça, etc. Le Djoumriette, la République, tout ça, etc. Les mêmes baratins que nous sommes en France, d'ailleurs, etc. Donc, dans des pays, vous serez rejetés là-dessus. Non, mais il faut le dire. On va dire, mais moi, t'es pas joyeux, tu nous apportes pas des bonnes réponses, tu nous apportes pas de solutions. Non, je suis pas là pour apporter des solutions, je suis là pour vous dire une vérité, d'accord, sur tout ce que j'ai observé dans le monde, et de vous dire, il n'y a pas, le seul paradis, en tant que croyant qu'on croit, c'est celui, je parle dans l'au-delà, mais sur Terre, il n'y a pas de paradis. Voilà. Il y a toujours des avantages et des contraintes. C'est à vous d'évaluer les avantages et les contraintes. Voilà. C'est tout. Alors, sur la partie économique, vous pouvez pas gagner de partout. Voilà. Moi, je vous dis, la difficulté, c'est pour les femmes. Parce que c'est ce qu'on appelle l'islam visible. C'est celles qui portent le voile, tout ça, etc. C'est plus compliqué. Voilà. Donc, celles qui morflent, d'ailleurs, de tout temps, ça a été les femmes. Hein. C'est pas le barbu ou en camise ou un truc comme ça. Non, c'est la femme. Et ça pose question. Et est-ce qu'on va aller de plus en plus sur un manque de liberté? Je dis oui. Voilà. Pourquoi? Parce que je reviens à ce que je disais à l'initial. Ils n'ont plus rien à apporter sur le plan de l'économie. Ils vont aller que sur des sujets de société. Et il est plus facile de mettre le feu et de jouer le pompier.
C'est ça qu'ils vont faire. Donc, pour mesdames, c'est difficile. Moi, j'ai pas de solution. Ceux qui veulent rester, alors, vous pouvez vous battre, notamment dans les élections. Alors, déjà, punir tous ceux qui se suivent un truc. Mais comment je peux vous dire de jouer collectif? Alors, si vous jouez collectif, on va vous traiter de communautariste, on va me dire. Voilà. Mais au moins, avoir les mêmes trucs. Vous avez vu, LFI ne veut pas manger les musulmans, on les a traités des islamo-gauchismes. Comme si, dans les sujets de société de LFI, les musulmans pouvaient adhérer sur la FNVI, sur la GPA, tout ça. Mais c'est impossible. Il n'y a aucun musulman qui peut adhérer là-dessus. Mais certains les soutiennent, et ils ont raison d'ailleurs là-dessus, parce que c'est les seuls qui ne font pas leur emplette électorale sur le dos des musulmans. Bien sûr, tu vas pas voter un mec qui te vomit, qui te crache à la figure, tu vas pas voter pour lui. Bon, sauf les sadomaso, on en connaît, ou les collabeurs. Donc voilà. Donc politiquement, vous pouvez déjà, en soutenant, pas le Parti Socialiste, on a bien compris, hein. Non, les LFI, oui, parce que ils ont un bon comportement. Après, à vous, à l'intérieur, de les faire évoluer sur certains sujets. Mais voilà, ça c'est clair. Voilà, on peut déjà les soutenir. Donc démocratiquement, c'est le choix à faire. Ensuite, vous allez me dire, mais le problème, c'est qu'ils ferment vos associations, etc. Alors qu'avant, vous n'étiez pas dans les associations, mais le jour où vous les dirigez, on dit c'est pas bon. En fait, c'est toujours tout et son contraire, quoi. C'est la schizophrénie, c'est d'un côté, vous vous êtes séparés, et d'un côté, l'entrisme. Donc, entrisme et séparatisme. Alors, selon ce que vous faites, vous êtes un séparatiste. Quand vous êtes dans le truc, on vous dit que vous êtes dans l'entrisme, mais en fait, on fait quoi? On rentre, on sort, on fait quoi, là? Il faut m'expliquer. Et tout à l'heure, quand je disais que j'ai pu cette foi pour la France, parce que, vous savez, moi, j'aime beaucoup, enfin, vous aussi, j'ai pas inventé la lune, hein. Mohamed Ali, Cassius de son vrai nom au départ, quand on lui dit de faire le service militaire, il refuse, et il dit, vous savez, moi, le Vietnamien, parce qu'il y avait la guerre du Vietnam, il m'a jamais traité de sale nègre. Ça a marqué les esprits, tout ça. Ah ben, je vais paraphraser ce qu'il dit, parce que moi je le vois sur le Figaro d'autres quand je défends les musulmans pour voir ce que je prends en tartine où il suffit de prendre Rima Assad parce qu'elle prend, elle prend très cher, hein, elle prend très cher. La haine des gens, il y en a après qui sont prêts à la tuer. Des gens même en politique veulent couper la tête, enlever ses papiers et tout, là, enfin bref, vous l'avez bien compris. Et de dire, mais moi, si demain il y a un conflit, je sais pas contre, je sais pas qui, je vais pas dire, je vais dire non mais moi là-bas, ce gars-là, il m'a jamais traité de sale musulman. Voilà. Et ça doit faire gamberger. Et vous voyez, il y a un milieu qui respecte tout, c'est l'armée. Faut savoir que l'armée a beaucoup progressé parce qu'elle a permis de créer une aumônerie pour les musulmans. Avant, il n'existait pas. Donc il y a des imams pour accompagner, les aider, tout ça, etc. Les militaires, vous vous rendez compte, l'armée vous met du halal. Et ça depuis très longtemps. Donc c'est bizarre qu'ils n'en parlent pas, ça, parce qu'ils sont là avec leur entrisme. Il y a le halal, il y a les imams dans l'armée, c'est-à-dire ceux qui assurent la sécurité des Français au quotidien. C'est eux qui vont être projetés en première ligne pour le combat. Et là, on s'inquiète pas, ils sont dans l'armée, ils sont massifs, ils sont nombreux. Mais moi, je vous pose la question. Pourquoi aujourd'hui, s'il faut pas boycotter d'aller à l'armée? Non pas, parce que c'est une institution qui reconnaît, qui intègre et qui respecte toutes les cultures, tout ça, etc. Parce que c'est des frères d'armes, comme ils disent, et que tous sur le même drapeau, bleu, blanc, rouge, le même sang, tout ça, etc. Tout ça, il y a aucun souci. C'est pas contre l'armée, ce que je dis. C'est, je veux dire, mais pourquoi aller prendre le risque de risquer sa vie pour défendre des gens qui passent leur temps à vous cracher dessus? C'est là où j'attaque. Je n'attaque pas. Au contraire, je le mets en modèle. L'armée a réussi. Quand la République a échoué sur le reste. Parce qu'ils sont toujours là, ah, République, les valeurs République, mais vous avez échoué. Si vous avez fait pas une France, mais vous avez fait des France, si aujourd'hui on a des France, c'est vous, et vous continuez à faire, même pas une France, mais des France. Moi je l'aime pas. Désolé. Je peux pas adhérer. Comment vous voulez aimer quelqu'un qui passe leur temps à vous cracher à la gueule? C'est pas possible. Alors pourtant, moi j'ai toujours été bien dans mes baskets, hein. En français, toujours assumé, équipe de France, truc, je peux, mais, enfin, aucun souci, hein. Mais alors, aucun, hein. Mais alors, aucun. Mais là, aujourd'hui, français, désolé, je me retrouve pas. Je me retrouve pas. Alors, vous allez me dire, oui, que les politiques ne sont pas représentatifs, ou le gouvernement n'est pas représentatif des Français. Je vous l'accorde. Mais qui les a mis en place? Même si c'est un truc minoritaire. Mais regardez, quand on voit après, à un moment donné, le bloc de la droite et l'extrême droite qui se battent sur le même steak, sur les mêmes sujets. Non pas sur l'économie, hein. C'est celui qui va taper le plus
Alors, sur l'islam, mais après tout en déroule. Hein. Oui, mais c'est quelque chose qui vient d'étranger, donc c'est l'immigré. Alors le pauvre immigré, on lui tape dessus au prétexte parce qu'on dit que regardez, là, les autres ils sont inassimilables, tout ça, etc. et compagnie. Non, on l'a compris, on a compris. Donc en termes de solution, le monde, je rappelle que la différence c'est que le monde est globalisé. J'espère qu'il va changer sur le plan économique, d'accord. On va venir plutôt sur des nations. S'il y a un parti politique qui gagne, qui sort de l'Europe et donc qui reprend la souveraineté de la France, vous avez tout votre avenir en France, puisque ils ont plus sur le côté des musulmans. Et je pense qu'on va y arriver. À force que les Français, ils vont être, à un moment donné, à force d'être cocus, ouais, bon, parce qu'il faut que la blonde passe au pouvoir, ou alors le Bardella, le gamin, là, il laisse pousser sa barbe pour faire Zahama, je suis un peu plus vieux là, tout ça c'est encore de l'habillage, ouais, tout ça c'est que du marketing, tout ça, etc. Prennent le pouvoir, il faut absolument. Je le dis depuis, pas maintenant, je le dis depuis longtemps, pourquoi? Parce que quand les gens ils vont voir que c'est du flan, eh ben, là ça va être encore plus le dégoût. Parce que quand vous arrivez sur votre dernier partenaire qui vous fait aussi cocu, parce que de tout ce qu'il dit, c'est impossible à faire tant que tu restes dans l'Union européenne. Tu peux reprendre la maîtrise de tes frontières si tu sors de l'Union européenne. Sinon, tu ne peux pas. Parce que l'Espagne, là, qui est en train de régulariser, ou l'Italie qui régularise des sans-papiers, ils ont la libre circulation pour venir en France. Ça, c'est une réalité. Elle ne pourra pas l'enlever. Donc voilà, l'histoire sur l'euro, on a un euro qui est trop fort, tout ça qui nous pénalise et compagnie, elle va pas revenir au franc. Voilà. À l'époque, elle a dit, qu'elle a dit que non, ça ne va pas la pénéder pour aller au pouvoir. Elle a enrayé. Donc tout ça, je vous parle, désolé, ça peut sembler un peu confus peut-être pour vous, mais qui fait que, à un moment donné, ça va exploser. Donc si en France, il y a la révolution, comme elle existe dans toute l'Europe. Tout le monde essaye l'extrême droite actuellement, tous les pays, tout ça. Quand ils vont comprendre que là aussi ils ont été cocus, qu'ils vont comprendre la seule solution, c'est réformer notre système capitaliste, c'est-à-dire de revoir, arrêter là ces ouvertures de partout et compagnie, libre échange, libre tout, et en avant, et en avant, et en avant. La concurrence, soi-disant non faussée, alors que les Chinois ils sponsorisent à coups de milliards dans chaque domaine, et donc ils tuent nos entreprises. Non, arrêtez, la concurrence, elle est pas loyale, elle est pas loyale du tout. Bref. Vous l'avez bien compris. Et donc là, ça ira mieux. Parce que, mais tant qu'eux, ils font mumuse, en fait, les musulmans permettent de faire diversion et de faire mumuse. Donc un coup là, puis on reprend une anecdote là-dessus, tout ça, etc. Parce que ils ont la même offre économique. Ils ont tous la même offre économique. Je reconnais, sauf Asselineau et LFI. Je suis d'accord, je suis honnête, ou comme il s'appelle... des patriotes, l'ancien du RN, enfin, vous voyez de qui je parle, etc. Voilà. Marginalisés, très peu exposés dans les médias, ou quand ils sont forts électoralement, explosés dans les médias, comme LFI, là il est massacre. Asselineau, il n'a pas le droit au micro, mais Knafo, qui a fait rien du tout, etc., 0,5 ou 6 aux législatives, elle est invitée à gogo et compagnie, donc on a bien compris. Voilà. J'essaye, je vais vous expliquer un petit peu ma vie personnelle, je vais vous expliquer un petit peu les traits de caractère. Partir n'est pas forcément facile. Je le dis, il y a des gens qui n'ont pas la force de partir, mais ils n'ont pas aussi la force de résister. Je vous ai dit, résister, c'est peut-être aussi démocratiquement avec les trucs comme ça, ou subir en silence. Moi, je vois que dans sa majorité, les Français de confession musulmane en France sont fragiles. Et vous n'avez pas de force. Fort en bouche peut-être pour certains. Mais le courage n'est pas votre première vertu. C'est pour ça que je peux pas vous dire, vous pousser de vous barrer. C'est pas possible. Parce que vous n'avez pas la niaque, vous payez un truc, on se cache. Toujours la peur. Il y en a qui me disent, Mourad, je pense comme toi, mais je vais pas liker, partager parce que les gens vont peut-être croire que je pense. Mais de quoi t'as peur? Si c'est dans ton hack, si c'est de la vérité, tu dois le faire avec force. C'est ça l'islam. L'islam, c'est tu dois soutenir la vérité, même contre ta mère et contre ton père. C'est ça, l'islam. Te battre contre l'injustice. Mais ne pas dire, oui, ce que tu dis, c'est la vérité, mais j'ai honte de dire ou de montrer que je soutiens cette vérité. Désolé. C'est qu'en fait, ce qu'ils font, c'est en train de marcher, ils sont en train de vous désislamiser. Ça, c'est une réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de tout faire pour vous désislamiser. De plus en plus, vous essaierez de faire une charcuterie qui ressemble au saucisson. Oui, mais il ressemblera, mais ça sera pas du saucisson, ça sera pas du porc. Vous essayez de faire des trucs un peu coquets, faire tout, etc. Non, vous comprenez pas que vous avez beau vous reculer, et tous ces gens, comme on a eu les Tariq Ramadan, les d'autres, et tous l'avaient réformé ça à 2,50 balles, il n'y a rien. Le Coran est un texte pur, bien écrit, très bien écrit. Il n'a pas besoin, il n'y a rien à réformer, il n'y a rien du tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc,
Ah, bien sûr, si la loi vous l'interdit, et ça, dans l'islam, c'est prévu, bah, vous n'allez pas être verbalisé. Vous respectez. Si c'est insupportable, prenez vos affaires. Alors, je parle par exemple des Turcs. Les Turcs, ils disaient quand ils venaient d'Anatolie, ils partaient, ils disaient on part avec un mouton et on revient au pays quand on sera sans mouton. Bon, ben, il y en a qui ont plus de 100 moutons, ils sont toujours restés des fois en France, et puis il y en a qui sont revenus, tout ça, etc. Donc, comme j'ai dit, comme il y a des juifs qui ne supportaient pas en France leur pratique, parce que Shabbat, l'électricité, ils peuvent pas les sonner et compagnie, que c'est un truc, et ben, ils sont partis vivre en Israël. Ils sont pas tous partis parce qu'ils avaient peur en tant que juifs. Qu'il y en a qui l'ont fait, c'est vrai, je nie pas, mais moi j'en connais beaucoup qui sont partis pour pratiquer leur religion, ils disent que c'est plus facile, etc. Bon, c'est pas sur Tel Aviv, parce qu'à Tel Aviv, c'est plus, il y a rien de religieux, voilà. Mais donc voilà ce que je vous dis. Il n'y a pas de, c'est où partir si vous avez la force, si vous avez les moyens. Alors pas forcément les moyens financiers. Si, bien sûr, si vous avez les moyens financiers, mais les moyens, c'est-à-dire les bons diplômes au bon pays. Voilà. Donc il y a des gens moi qui sont venus me demander pour des métiers. Je vous dis clairement, par exemple en Turquie, il y a des métiers, notamment dans le bâtiment. Oubliez, personne va vous déclarer, etc. Par contre, tes cuistots, t'inquiète pas, ils vont te prendre. Et puis bien payé, bien mieux payé, etc. Et puis des choses qui ont des valeurs à ajouter. Dans d'autres pays, il faut analyser dans les pays ce qui est recherché, tout ça, etc. Mais peut-être que votre diplôme va vous permettre justement qu'il vous fasse la part belle, etc. N'oubliez pas, likez, commentez, c'est la plus longue vidéo de ma vie que j'ai faite, ici, plus d'1h25 non-stop, j'ai soif d'ailleurs. Mais voilà, je viens pas avec pléthore de solutions, parce que j'ai peu de solutions, parce que ça dépend de votre personnalité. C'est ça que je veux insister. Et qu'à un moment donné, le salut n'est pas forcément ailleurs. Et que moi, par exemple, si j'étais resté à Marseille, que j'ai pas connu l'équipe de France, pas été sur Paris, peut-être que je serais encore à Marseille. Vous comprenez? Moi, c'est le fait d'être aussi à Paris qui a fait qu'il y a eu ce truc. Alors, certains vont me dire, mais pourquoi t'es pas retourné à Marseille? Parce que en vivant à Paris, bien sûr que j'ai découvert les qualités de ma région et l'amour que j'ai pour ma région, mais j'ai vu ses défauts. Les gens qui parlent trop, qui parlent des uns et des autres. Et cette forme d'anonymat, j'aime bien un peu cette forme d'anonymat qui pourrait rester dans certains endroits et déblatérer de trucs sur les uns et les autres. Enfin, voilà, les trucs un peu, ce que j'appelle moi de conciergerie, c'est pas trop mon truc. Voilà, c'est pour ça que je suis pas retourné. Mais si je retournais, je serais pas malheureux parce que j'aime ma région, tout ça, aucun problème. Donc voilà. Mais j'aurais été toujours en France. Et donc en France, à supporter les discours, les trucs, les haines, les trucs, etc. Voilà, surtout à Marseille, c'est encore plus pauvre politiquement, etc. Donc je reste en France, voilà. Mais moi j'aime ma région. À bientôt.